Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 26 mars 2024 et c'est l'épisode 359. On continue sur notre lancée de la semaine dernière avec des nouvelles infos qui se tournent vers les étoiles, en tout cas vers les satellites, vers la Lune en fait, avec des projets chinois, mais aussi la Russie qui voudrait des satellites nucléaires. Tiens, je sens que c'est encore un truc qui va bien nous angoisser, ça c'est merveilleux. Et puis des nouvelles d'Ariane. Rien à voir avec le Club Dorothée, pourtant je regarde en ce moment les Dragon Ball Z-Kai avec mes garçons, je leur fais leur culture populaire, mais évidemment je parle de la fusée. Et puis c'est Apple aussi qui se retrouve sous le feu des critiques de la régulation avec une attaque coordonnée par le Department of Justice, le DOJ, je le dis peut-être pas très bien, bon bref, américain. J'ai l'impression qu'ils sont dans la pire période Apple en matière de tolérance des régulateurs, comme Google d'ailleurs, bon dans une autre mesure qui se prend une petite tape sur les doigts là, de 250 millions d'euros. On va parler aussi un peu d'intelligence artificielle. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, ça va très bien malgré les satellites atomiques, je sais pas. Ouais, ça fait peur, c'est angoissant. Pas non plus, pas avoir peur tout de suite. Pas tout de suite, bon, parce qu'évidemment, ils ne sont pas en train d'en lancer, je ne voudrais pas que vous ayez mal interprété les news. Par contre, entre ça, j'avoue, et un article sur lequel je suis tombé qui liste tout ce qui pourrait se passer avec une présidence Trump, en ce moment, je suis angoissé, Guillaume. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec une présidence Trump, franchement ? Et alors après, il y a celles et ceux qui disent, il y a déjà eu, bon, on s'est rendu compte que... Pap, je pense que ça peut être bien pire. Écoutez... chaque chose en son temps. En attendant, il y a des causes... Il est plus vénère cette fois, et d'ailleurs, si vous voulez vous en persuader, je recommande toujours le podcast New Deal, donc, qui parle de ça très bien. Voilà, il y a Laurence Nardon qui en parle régulièrement, évidemment, forcément, c'est un petit peu le sujet du moment, donc voilà, c'est un beau podcast pour cette période, je pense. Pour continuer à s'angoisser, en sachant que effectivement il est plus vénère et je pense qu'il est aussi décomplexé quelque part. Bon, c'est pas un podcast d'analyse politique, même si vous le savez, la place des États-Unis est une place importante pour nos sujets dans la tech. Et puis globalement, la politique a évidemment ses impacts sur la tech et vice-versa, donc on continue à aborder tous ces sujets. Juste avant, il y a des causes un peu plus locales et un peu plus nobles qui vont peut-être être un peu plus réjouissantes. Je voudrais vous parler un petit peu du podcaston, puisque donc Tech Café a été sollicité, comme l'an dernier d'ailleurs, avec un dispositif. Donc le podcaston, c'est quoi ? C'est un dispositif qui rassemble plein de podcasteurs francophones. C'est un peu quelque part le The Event des podcasts et le but c'est que chaque podcast peut mettre en avant une association pour promouvoir des actions qui œuvrent pour différentes causes et évidemment vous inciter si vous le souhaitez et si vous y êtes sensible à faire des promesses de dons. Toutes les infos sont sur podcaston.org et de mon côté j'ai eu la chance d'être mis en relation avec une personne qui est chez Emmaüs Connect et qui lutte contre l'électronisme. Donc, on a parlé justement des enjeux du numérique pour... alors, on a la première image qu'on a, je pense, c'est les seniors qui pourraient être écartés des accès au numérique. Mais en fait, non, c'est très représentatif de toutes les tranches d'âge. Donc en tout cas, c'est l'objet de l'épisode supplément qu'il y aura en fin de semaine, notre participation au podcaston. Et puis si vous voulez aller découvrir toutes les autres causes défendues par ce dispositif, vous pouvez aller sur podcaston.org. En attendant, je voudrais ressortir le tapis rouge destiné aux personnes qui ont accepté de soutenir Tech Café depuis la semaine dernière. Et alors, la semaine dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, Guillaume, on n'avait pas vraiment de soutien, c'était plus calme. Alors ça y est, je pense qu'ils sont tous coordonnés et c'est une bonne stratégie d'être nombreux au même moment. Je voudrais donc accueillir, comme il se doit, Julien Sévère, Rémi Audemars, Benjamin Daniel, Benjamin, est-ce le même ? Peut-être pas. Fidèle Gastro, Loulou, Autrogène et JTTJ. Donc merci beaucoup à vous. En tout cas, vous avez été nombreuses et nombreux en l'occurrence à venir soutenir Tech Café sur Patreon parce que vous le savez, Tech Café, c'est un podcast gratuit qui est financé par ses auditeurs. Vous l'écoutez parfois même depuis des années. On prépare, réalise, on anime, on diffuse ce podcast chaque semaine avec une mission, vous fournir des infos utiles et de qualité sur les dernières tendances des nouvelles technologies
technologie dans un format convivial et pratique à consommer durant vos journées. Alors, si vous trouvez que c'est du bon boulot, que ça répond à un besoin que vous avez aujourd'hui, si vous avez le sentiment que ça vous manquerait de ne plus pouvoir profiter de Tech Café, faites comme de nombreuses personnes. Vous pouvez aller nous soutenir pour le prix d'un café chaque semaine, ou évidemment plus si affinité grâce à Patreon, patreon.com/techcafé. Et puis en échange, vous profitez d'un flux privé personnel, un code unique qui vous permet d'ajouter dans votre app de podcast habituel Tech Café pour l'écouter sans la pub. C'est sur patreon.com/techcafé. Et au passage, j'ai eu plusieurs remarques et je voudrais vraiment clarifier les choses et je vais m'atteler à clarifier les choses aussi sur la page. La participation, elle correspond aux sorties d'épisodes. Alors, c'est pas tous les épisodes, c'est des épisodes hebdomadaires. Donc voilà, gardez en tête le fait que votre participation, c'est contrairement à d'autres pages Patreon, il y a les deux mécaniques qui existent. C'est soit une participation mensuelle, soit par épisode. Et évidemment, dans notre cas, les épisodes suppléments ne sont pas comptabilisés dedans. C'est évidemment les épisodes hebdomadaires qui sont le cœur de la promesse de Tech Café, qui font l'objet d'une ponction sur Patreon, en sachant que vous pouvez plafonner ces participations. Donc, si jamais vous soutenez plusieurs créateurs, potentiellement, vous pouvez plafonner. Et surtout, c'est sans engagement, donc vous pouvez vous libérer quand vous le souhaitez de cette participation. Un dernier mot aussi pour les interactions, puisqu'on a eu des avis sur Apple Podcast, et notamment un avis de Colmat, qui dit « Merci, Tech Café, c'est ton allié pour être à jour de l'actu tech. Bravo et merci les Guillaume, le format est top, c'est précis, c'est drôle, c'est complet. Et les épisodes dossiers, il n'y a pas la fin, mais je pense qu'il encense la qualité des épisodes dossiers que tu prépares, Guillaume. Et pourquoi on aime bien avoir des avis sur Apple Podcast, c'est qu'on se met toujours à la place de celles et ceux qui pourraient tomber sur le podcast sur, par exemple, Apple Podcast ou Spotify. Et quand ils voient que Tech Café, c'est quelque chose qui est encensé par plein de monde, avec plein d'avis positifs, ça donne encore plus envie de l'écouter, voire de s'abonner. Donc vous aussi, participer si vous n'avez pas déposé un avis. Et puis enfin, on vous invite à commenter sur techcafé.fr et sur Discord, où vous pouvez d'ailleurs échanger entre vous et avec nous, mais pas forcément que de tech, sur techcafé.fr/Discord. Et Guillaume, tu surveilles un petit peu d'ailleurs ce qui se passe là-bas. Et puis, tu as identifié une correction. Alors, vraiment, moi, je ne peux pas t'en vouloir sur cette erreur. C'est une correction d'expert. Ah, bah, c'est bon, ok. Je te comprends. Mais franchement, vu de l'extérieur, c'est pas grave. C'est Steven40K qui te faisait un petit retour sur la composition de l'hélium 3. Mais oui, Steven, c'est un erratum cette semaine que je fais en rougissant, parce que c'est vrai que c'est vraiment une erreur élémentaire. On va dire que c'est un lapsus. Ouais. Écoute, Steven nous dit sur Discord que oui, l'hélium 3 n'a pas le même nombre de neutrons que l'hélium, effectivement, et j'ai dit l'horreur qu'il n'avait pas le même nombre de protons. Bien sûr que non, c'est bien entendu les neutrons, il faut parler des neutrons, mille excuses. Un isotope n'a pas le même nombre de neutrons, mais il a le même nombre de protons, sinon effectivement, comme le souligne bien cet auditeur, c'est plus de l'hélium. Ce qui fait qu'un élément est ce qu'il est, c'est son numéro atomique, le nombre de protons, donc la charge de son noyau, puisque les neutrons sont neutres. Et donc, c'est ça qui donne ses propriétés chimiques. Je suis donc parfaitement confus de cette erreur, ça mérite le fouet. Oui, le fouet de l'autoflagellation, j'espère, avec les petits pics. Je compte sur toi. Totalement. Écoute, et tu sais ce qu'on dit, faut avouer, faut à moitié pardonner. Donc on te pardonne au moins à moitié, Guillaume. Mais évidemment, rien de grave. Mais cela dit, on est toujours preneur, comme on le dit assez régulièrement, de vos corrections et de vos retours, parce que c'est ça aussi qui fait la saveur du contenu, c'est de savoir déjà qu'on est écouté et que on est écouté de manière attentive, et puis que les propos peuvent faire l'objet de corrections. Il faut savoir les relever. Allez, sans autre forme de procès, on parle de nos fameux sujets de gravitation autour de la Terre avec Guillaume, tu voulais mettre un petit peu en lumière les actions de la Chine en faveur de l'exploration de la Lune, et notamment d'ailleurs de la face cachée de la Lune. Oui, puisqu'on parle d'hélium 3, et voilà, qu'on est censé aller récolter sur la Lune, si les plans d'inter-Lune se réalisent un jour. Bon, on peut revenir 2 minutes sur le sujet de la conquête de la Lune, qui ne concerne pas que les Américains. En fait, les Chinois sont à fond dedans aussi, et ils viennent juste de lancer, alors, Kekiao 2, un Kekiao qui n'a pas été réduit en poudre, du coup, puisqu'il vient de se mettre en orbite lunaire. Alors, en fait, ça se prononce un truc comme Chue Chiao, probablement. Oui, mais nous, on dira Kekao. C'est moins rigolo que Kekiao, évidemment, mais bon. Et bon, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, le Chiao? Et c'est parce que la prochaine mission Chang'e 6 va amener un petit rover sur la face cachée de la Lune. Et donc, ce bon Kekiao va servir de station relais pour communiquer avec la Terre. Bon, la face cachée de la Lune nous tourne dans le dos, le rover ne pourra pas nous envoyer de signaux sinon. Du coup, il y a un petit relais comme ça. Il a été lancé par une fusée Longue Marche 8. Il a volé 112 heures et s'est mis en orbite 440 km au-dessus de la Lune. Et donc,
comme laisse supposer un petit peu tous ces chiffres, hein, Kekiao 2, Chang'e 6, Longue Marche 8, les Chinois sont en plein dans un programme d'exploration lunaire qui est plutôt ambitieux et qui dure depuis assez longtemps. Alors Chang'e 3, en 2013, s'était posé sur la surface de la Lune du côté éclairé, et Chang'e 4, en 2019, s'est posé sur le face cachée. Et il a utilisé un satellite relais avec le satellite relais qui était le premier Kekiao, Chueqiao. Et Chang'e 5 s'est posé sur la face éclairée et a rapporté des échantillons de roches. Chang'e 6 va faire pareil. Il va aussi devoir récolter des échantillons et revenir de la face cachée, ce qui est une première. Donc Chueqiao 2 sera aussi utilisé pour de futures missions, puisque les Chang'e 7 et 8 vont explorer les régions polaires et en savoir plus sur d'éventuelles traces de glace. Voilà, c'est prévu pour 2026 et 2028. Chang'e 8 sera une mission assez complexe avec un lander, donc voilà, pour se poser sur la Lune, un rover pour rouler dessus, et puis une sonde robot, et il est prévu de faire des expériences scientifiques directement là-bas, des tests d'utilisation de ressources, in situ, et même le test a priori d'un mini-écosystème fermé. Bon, à voir en quoi ça consistera précisément. Alors, Chang'e 8, en fait, se veut un préliminaire à l'établissement de l'ILRS, qui sera une base lunaire. Donc vers 2030, il devrait commencer à y avoir une base lunaire chinoise, et sur la Lune donc. Et donc ils vont aussi envoyer des spationautes sur place. Donc la Chine est en train, elle aussi, de commencer à construire une infrastructure lunaire. C'est les toutes premières phases, mais ça rejoint un peu les ambitions américaines. Ils veulent aussi créer une base en orbite et envoyer des astronautes là-bas. Sur le papier, ils sont même en avance, les Américains, effectivement, puisqu'ils auront une mission habitée dès 2026, si tout va bien. Sur le papier quand même, mais bon, on serait pas surpris que ça soit un petit peu retardé. Alors l'ESA et l'agence britannique, d'ailleurs pour l'espace, mais ils ont aussi des projets de satellites de relais pour la Lune. Peut-être que la colonisation lunaire est en train de commencer en réalité, je sais pas, au grand désespoir des astronomes, qui penseraient que c'est enfin peinard. Ils avaient trouvé un endroit peinard, parce que c'est difficile en ce moment, sur Terre c'est mort, en orbite c'est le bordel. Ils disaient la face cachée de la Lune, ça va être peinard, ça va être pépère. Eh ben, peut-être pas en réalité, même avec un télescope sur la face cachée de la Lune, il pourrait encore y avoir des gens qui font de la radio de ce côté-là. Bon, enfin bon. Toujours est-il que voilà, ça c'est assez intéressant. Il y a peut-être un peu de marge avant que vraiment ça pollue la face cachée de la Lune pour l'observation. Ça part mal en tout cas. Ouais. Mais bon, il y a quand même une question à laquelle j'ai pas répondu et qui brûle les lèvres, j'en suis sûr. Ça veut dire quoi, Chueqiao? Ah oui, ça veut dire quoi, Chueqiao? Eh oui, c'est quoi? Parce que ça veut dire des trucs, tous ces machins-là. Tous ces noms. Eh ben, alors, Chueqiao, ça veut dire pont de pie. Alors, pont de pie, je sais que c'est bizarre parce que c'est vraiment avec des pies, des oiseaux, quoi. Ah. C'est un vrai pont, mais c'est des pies qui font un pont, donc on marche sur les pies. Alors, qui c'est qui marche sur les pies? C'est pas nous, c'est une image mythique qui vient d'une légende, c'est pas un vrai pont. Et c'est une légende que je m'en vais vous raconter, donc oui, cet épisode dure 4h35. J'adore, excellent. Et oui, il était une fois une jeune fille nommée Chins, je sais pas, bon, déjà ça part très mal. Chin, donc, qui vivait au paradis. Voilà, c'est une fille qui vivait au paradis, et puis elle est tombée amoureuse d'un gonze, un gonze lambda, qui était berger, ici-bas, enfin, il était même bouvier, puisqu'il menait des bœufs. Il s'appelait Niulan. Et paf, ils ont eu 2 enfants. Bon, bah, apparemment, voilà, il a géré le Niulan, et les dieux du ciel n'ont pas trop apprécié, par contre, ça fait une vraie mésalliance. Et donc, ils sont allés chercher Chin, qui est rentré fissa à la maison, et Niulan, par contre, a eu la garde des gosses. Les bâtards, parce que je pense qu'ils n'étaient pas très très contents non plus de ça. Et bon, Chin a eu un droit de visite, quand même, évidemment, et donc Niulan est allé au ciel pour retrouver, pour aller voir maman, quoi. Mais ça, les dieux, ils n'ont pas voulu. Et donc, ils ont créé une immense rivière dans le ciel, et c'est la Voie lactée, pour les empêcher de se retrouver. Qu'est-ce que c'est beau! Et le 7e jour du 7e mois lunaire, du calendrier chinois, d'innombrables pies s'envolent vers la Voie lactée, comme ça, créant une espèce de pont de pies. Et c'est en empruntant ce pont de pie que les amants peuvent à nouveau se retrouver. C'est pour ça que le 7e jour du 7e mois est considéré un petit peu comme la Saint-Valentin chez nous. Alors, c'est pas joli, ça? Écoute, c'est super beau, c'est magnifique, c'est beaucoup plus fouillé, je trouve, ou peut-être que c'est parce que je le découvre, que des noms genre Artémis, tu vois. Enfin, bon, même s'il y a des parallèles avec la mythologie. Il y a des histoires aussi sur Artémis. Oui, il y en a plein. Oui, t'as raison, c'est vrai. Comme quoi, la conquête spatiale et tout ce qui se tourne vers la Lune semble inspirer les histoires, les réutilisations des histoires mythologiques. Merci Guillaume pour cette ouverture et cette forme de poésie. Alors, est-ce qu'on va pouvoir continuer en disant qui est Ariane? Oui, puisqu'on parle de meuf mythologique, là. Allez, c'est parti. Donc, on peut parler un petit peu d'Ariane aussi. Enfin, disons que... Alors, vous avez peut-être remarqué, justement, qu'Ariane, elle brille un petit peu par son absence, quand même, dans les news de la semaine dernière. Et voilà, on n'en parle pas trop. C'est parce qu'Ariane 6, malheureusement, n'a pas encore volé. Ouais. Elle n'est pas encore tout à fait cuite. Et donc, c'est ce qui embarrasse pas mal l'Union européenne, qui doit se tourner vers SpaceX pour lancer leurs satellites, y compris les satellites de Galileo. Alors, Galileo, c'est notre équivalent du GPS.
Et c'est du lourd, hein, parce que, comme le GPS, hein, Galileo est une technologie stratégique, avec des applications militaires. Donc, les confier direct comme ça à un autre pays, fut-il allié, hein, on aimerait bien éviter d'habitude. D'autant plus que l'ESA a déjà dû recourir à SpaceX ces 2 dernières années, hein, pour le télescope spatial Euclide par exemple, et pour diverses sondes. Et c'est pas uniquement la faute d'Ariane, parce que pendant longtemps, les Soyouz ont été des plans B, mais là, avec les Russes, c'est plus pareil ces derniers temps, tu sais, les relations avec les Russes, bon. Et quand Ariane 5 est parti en retraite après une carrière de seulement 27 ans de cotisation, une véritable honte, je veux dire, il faut remettre les fuseaux au travail, c'est n'importe quoi, on s'est du coup retrouvé un poil embêté pour lancer nos machins dans l'espace. Alors heureusement, c'est bientôt fini, enfin en tout cas on l'espère vivement, hein, puisqu'Ariane 6 est en train d'être monté à Kourou, les 2 étages sont assemblés, donc ils vont être acheminés vers le pas de tir, tout comme les 2 boosters, hein, qui sont achevés aussi. Et puis tout ça sera mis debout, puis ça sera prêt pour un premier décollage vers le début de l'été, donc entre le 15 juin et le 31 juillet vraisemblablement. Et bon, elle partira pas à vide, hein, même si, c'est évidemment premier vol, on va rien mettre de très très cher, tu vois, dedans. C'est pas le genre de truc où on met le James Webb Telescope de John, non, ça se fait pas, mais elle est censée, elle est quand même censée être finie, donc c'est pas comme Starship, on s'attend pas à l'avoir explosé. Cela dit, elle sera chargée de petits satellites d'université ou de start-up, des petits CubeSat, hein, de la NASA ou de l'ESA, et 2 petites capsules prévues aussi pour la réentrée dans l'atmosphère pour étudier ça. Donc voilà. En parlant de réentrée, sans doute avant ça, d'ailleurs, Starship va revoler, hein, d'ici 5 semaines à peu près, apparemment. Et ils vont se focaliser là-dessus. Ils ont dit qu'ils allaient se focaliser sur le vaisseau qui doit revenir, en fait. Donc cette fois, d'un seul morceau. Sur Terre, SpaceX qui ralentit pas, qui a même équipé son principal pas de tir en Floride pour pouvoir accueillir des astronautes, avec ce qu'il faut pour que des gens puissent embarquer dans une capsule Crew Dragon. Alors ça paraît être une news pas très intéressante en elle-même, mais il faut se rendre compte que le simple fait qu'on ressente le besoin d'un autre pas de tir équipé pour des gens que Cap Canaveral, pour des astronautes, ça veut dire un truc de fou quand même. Ça veut dire qu'il y a un embouteillage de missions spatiales à éviter en fait. Et ça montre aussi que le rythme de la conquête spatiale s'accélère franchement. Ce qui correspond d'ailleurs à une réponse de la question, une partie, en tout cas j'imagine, de la réponse que j'allais te poser Guillaume, c'est est-ce que, compte tenu de ce que tu nous affichais en matière d'ambition, de coût, d'envoi de Starship, on aurait pu imaginer que Ariane soit un projet peut-être beaucoup trop coûteux à l'envoi. Alors il faudrait comparer combien ça coûte d'envoyer une tonne avec Ariane 6 versus un Starship. Mais à partir du moment où il y a un embouteillage, tu te dis finalement il y a de la place pour tout le monde parce que tu es prêt à payer plus cher si tu as des fenêtres de tir. Je veux dire, c'est comme le TGV, tu vois, ça a beau être très cher, si on a un dispo pour tes besoins, tu le prends quand même. Oui, d'ailleurs, c'est... Oui, effectivement, c'est tout à fait vrai. Je te cache pas qu'au niveau du prix de base, je pense que Ariane 6 va être beaucoup moins intéressante au kilo. Je pense qu'elle est déjà moins intéressante au kilo que des fusées réutilisables comme les Falcon, hein, même si j'ai pas vérifié pile poil le prix au kilo, mais en tous les cas, je pense que c'est déjà le cas, et avec Starship, quand ça sera évidemment complètement opérationnel, c'est sûr que ça va être très compliqué. Mais en réalité, je pense qu'Ariane pourra survivre, on va dire, mais ceux qui sont vraiment en danger, pour le coup, hein, avec Starship et compagnie, de manière beaucoup plus immédiate, c'est les petits lanceurs. C'est les lanceurs comme Vega, qui sont des petites fusées qui sont pas très chères. La carte de l'économie, en fait. Bah oui. Elles sont pas très chères, donc on pourrait se dire qu'elles peuvent lutter, tu vois. Mais le problème, c'est qu'elles peuvent lutter sur des tout petits sur des petits tonnages. C'est-à-dire qu'elles sont pas très chères au kilo, mais qu'elles envoient pas énormément de choses en orbite. Et du coup, quand tu as une fusée qui a le même prix, mais qui peut lancer des trucs énormément plus gros et qu'on peut en plus bourrer de plein de missions différentes, oui, je pense que c'est effectivement les petits lanceurs, c'est peut-être encore eux qui vont être les plus impactés, quoi. Ouais, parce que justement, l'info que tu partages montre justement qu'il y a un enjeu aussi autour de la souveraineté, quelque part, de l'envoi et du transport à direction de l'espace. Et si tu contrôles ta fusée, tu es plus à même d'envoyer des choses stratégiques. Dernière chose, est-ce qu'il y a des projets d'une Ariane réutilisable à ta connaissance ? Alors disons, il semblait qu'on avait abordé ce sujet par le passé. Pour l'instant, Ariane 6, c'est une fusée traditionnelle. Hein, donc, ok. Bon, écoute, on va... J'imagine qu'il doit y avoir des dossiers, des documents Word de projet au sein de l'ESA pour ça. Écoute, on va se tourner vers la news anxiogène que j'ai préannoncée en intro, Guillaume, parce que, oui, hein, il y a une guerre en Ukraine, il y a la Russie, on parlait contexte géopolitique au niveau international qui est pour le moins pas forcément serein. Et puis là, on commence à nous parler de satellites nucléaires. Guillaume, à quel moment est-ce que je rejoins une secte pour me dire que mon âme sera sauvegardée et je pourrais ignorer la réalité parce qu'elle me fait trop peur ?
C'est le New York Times qui rapporte les propos d'Anthony Blinken comme ça, mais bon, c'est loin d'être une certitude que ça arrive jamais finalement tout ça. Hein. Bon alors, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui en a parlé clairement en se basant sur des hypothèses de ce que pourraient être des essais de satellites militaires russes ultra secrets qui ont été menés en 2022. Et le renseignement US affirme qu'un autre lancement est en cours de préparation et que les Russes réfléchissent à une arme spatiale capable de détruire ou d'invalider des milliers de satellites en orbite. Parce que la question, c'est évidemment, comment tu fais ça On connaît déjà le pourquoi. Hein. Pourquoi est-ce que tu voudrais péter des satellites en orbite Parce que Starlink et Starshield. Plus généralement, les constellations de satellites occidentaux qui peuvent être utilisés comme un atout militaire et stratégique, hein, comme on le voit tout de suite dans la guerre en Ukraine. Alors, dégommer un satellite en orbite, ça se fait, hein, je veux dire, on sait faire. Les Russes et les Indiens ont même démontré par la pratique, hein, en pourrissant un petit peu plus comme ça les orbites de débris, mais aujourd'hui, flinguer un satellite ennemi, ça suffit plus. Tu détruis un Starlink, je veux dire, un seul satellite Starlink, c'est emmerdant, mais ça met pas tout le réseau par terre. Donc désormais, ce qu'il faut faire, c'est neutraliser des constellations entières ou des grosses parties de constellations, au moins un gros paquet de satellites, pour mettre à mal l'infrastructure ennemie. D'où l'idée de mettre des plus grosses armes en orbite pour faire des dégâts sur des grosses zones, voilà, pour balayer des grosses zones. Alors effectivement, une bombe atomique, c'est bien, parce que c'est bien destructeur, ça génère de grosses impulsions électromagnétiques, comme effet secondaire, hein. Et ces trucs peuvent aller très loin, quoi, et donc défoncer l'électronique sur de grandes distances. Donc c'est pas mal, mais il y a aussi d'autres manières de créer des bombes électromagnétiques. Hein. On peut créer des bombes électromagnétiques qui sont pas forcément atomiques, hein, et puis bon, rien n'indique concrètement que ça soit plus qu'une idée parmi d'autres en réalité. Bon, le fait que les agences de renseignement considèrent la possibilité, c'est tout à fait normal, parce qu'elles considèrent toujours toutes les possibilités, c'est leur boulot. Mais la sortie de Blinken à la conférence de Munich, elle semble plus destinée à essayer de nudger un petit peu les Indiens et les Chinois, tu vois, les inquiéter sur le danger que pourrait représenter la Russie pour eux, parce que voilà, il leur a dit en gros, si les Russes font péter un truc atomique en orbite, tout le monde va souffrir, quoi. Y compris vous. Bon, pour l'instant, concrètement, on a rien qui indiquerait que la Russie est en train de développer un truc comme ça, hein, parce que techniquement, c'est pas si simple. Mais en principe, une bombe atomique en orbite, ça pourrait être une force de dissuasion supplémentaire, hein, c'est vrai, mais ça violerait tous les traités sur l'espace, et les Russes ont participé à l'écriture de ces traités, ils les prennent jusqu'à présent très sérieusement. Bon, pour le moment, on n'a rien de sérieux pour étayer une hypothèse comme ça, qu'une bombe atomique russe voilà, soit en préparation pour aller en orbite. C'est difficile, c'est dangereux diplomatiquement, vu les dégâts indiscriminés que ça fait, ça pourrait quand même d'affecter dangereusement les alliés et les relations avec les alliés, donc c'est pas si probable que ça, je dirais. Hein. Donc, ce qui est triste finalement, c'est qu'on en parle, parce que ça veut dire que les vieilles peurs sont revenues, quoi. Ça, c'est triste, pour le coup. Il y a une série de documentaires, il s'appelle Turning Point sur Netflix, qui réaborde la guerre froide, qui est à la fois intéressant et pas forcément réjouissant, un peu inquiétant. Il va falloir peut-être que je commence à regarder des choses moins anxiogènes. Tu vois, je regarde même Dragon Ball Z Kai avec mes enfants. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Allez, Sonic Boom, Guillaume, avec des avions supersoniques. Des avions supersoniques. Et c'est vrai qu'on se rappelle tous spontanément de ce fleuron des avions supersoniques qui ne volent plus franco-britanniques, le Concorde. Et oui, un vieux truc qui va peut-être revenir, c'est une espèce de Concorde. Ou pas, franchement, peut-être même ou pas. Parce que de toute façon, évidemment, c'est pas le Concorde lui-même qui va revenir, c'est un successeur spirituel qui s'appellera le Overture, qui sera un nouveau long courrier supersonique, hein, donc comme l'antique avion franco-anglais, mais il ira à Mach 1.7. Il aura une autonomie de 7867 km pour entre 64 et 80 passagers. Et c'est très peu. Et donc ce sera probablement méga cher, hein, le billet sera probablement méga cher, comme le Concorde en son temps d'ailleurs, à moins que ce truc ne soit vraiment produit en grande série, mais bon, franchement, on n'y est pas. Alors pour y arriver, boum, c'est Boom Technologies, oui, ils ont besoin de fonds, et pour en lever encore plus, ils ont besoin de montrer des trucs qui volent. Hein. C'est un peu normal pour une boîte d'aviation, et donc c'est dans ce but, je pense, qu'ils ont lancé le XB1, qui est un premier prototype. Alors, si je vous parle du premier prototype de Boom, qui veut créer un avion supersonique, vous imaginez sans doute que le proto lui-même, c'est un super avion qui va super vite. Ouais. Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Hein. Le XB1, il a atteint les 455 km/h, à 2000 mètres d'altitude, il a volé 12 minutes. Bon. Et il a utilisé des moteurs archi classiques, hein, donc il n'y a rien à voir de ce côté. Puis par ailleurs, le design aérodynamique n'est pas du tout final non plus. Et donc si le Overture doit utiliser des nouveaux moteurs, des moteurs Symphony, chacun qui sont 3 fois plus puissants que ceux qui sont utilisés par l'avion de test, on se retrouve quand même avec un proto, là, devant les yeux, qui donc est supposément un appareil qui va préfigurer l'Overture, mais qui n'a ni la taille, ni les moteurs, ni la coque, ni le design de l'Overture.
Donc en gros, c'est un proto qui a rien à voir. Alors ça veut pas dire que Boom va rien apprendre avec le XB1, hein. Déjà, ils ont fait voler un avion qui s'est pas craché, voilà, ça change un peu des rendus 3D. Mais bon, on sent quand même que c'est pas encore arrivé au Concorde 2.0, quoi, parce que un des gros soucis que le Concorde 1 avait, c'était le coût général. Or, Boom a déjà levé 700 millions de dollars, c'est quand même pas mal, hein, déjà. Hein. Mais le coût final de l'avion, ça pourrait être 8 milliards. Et c'est pas le seul. Enfin, c'est pas le seul souci. On peut prendre, parce que voilà, c'est peut-être même pas le principal souci, on ne sait pas. Parce que justement, pour les éviter, les booms supersoniques, parce que les booms supersoniques, c'est vraiment puissant. Et donc la régulation interdit de faire des booms supersoniques au-dessus de la terre ferme. Ce qui veut dire c'est que pratique au-dessus de l'Atlantique, quoi. Enfin, au-dessus d'un océan. C'est ça, et du coup, l'ouverture ne volerait... donc il volerait à une vitesse normale au-dessus des continents, au-dessus de la Terre, quoi. Et puis il volerait 2 fois plus vite au-dessus des océans, ou des mers, quoi. Enfin, là où il y a... Voilà, au-dessus de l'eau. Et ça pourrait être suffisant pour couper en deux un Paris-New York, hein, puisqu'évidemment ça fait l'essentiel du voyage au-dessus de l'eau, mais ce ne serait pas vrai pour tous les trajets. Et puis ensuite, on peut aussi se poser la question de la consommation, parce que c'était un autre point problématique du Concorde d'ailleurs, hein, avec ça et le bruit. Donc voler vite, ça demande de la puissance, n'en déplaise à Boom qui ose dire que son futur avion est optimisé pour la durabilité, hein, dans le sens développement durable, j'en rigole Neutre encore. carbone. J'en rigole encore. Mais bon, reste qu'une ouverture va consommer sans aucun doute 2 fois plus qu'un Airbus A380 pour transporter 10 fois moins de personnes par vol. 380, c'est je sais pas, c'est 800 personnes presque. Hein. C'est un truc important, quoi. Et donc, du coup, on se pose un peu la question sur l'aspect durable, déjà, et même sur l'aspect pertinent tout court de l'ouverture, tu vois. Donc, il n'a pas encore décollé. Et puis, on se demande déjà s'il ne devrait pas rester où il est, le truc, c'est-à-dire en 3D sur les écrans, quoi. On verra s'il sort. En tout cas, on demande qu'à être, on demande à être convaincu, en tout cas qu'on nous justifie ce type d'avancée. C'est marrant, hein, c'est des considérations auxquelles peut-être on ne penserait pas, on n'aurait pas pensé il y a de ça plusieurs, peut-être quelques années, parce que quelques dizaines d'années, ça nous remonterait au Concorde justement. Mais en tout cas, ça devient des enjeux d'aujourd'hui. Et puis, on termine cette rubrique. Alors, on parle plus de ciel, on parle plus d'espace, mais ça reste un moonshot, un projet complètement incroyable qui avance, et vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité. C'est des nouvelles du côté de Neuralink. Alors, on n'avait plus forcément de nouvelles fraîches de ce sujet. Et ben voilà, il fallait une annonce choc, Guillaume. Ça y est, il y a quelqu'un qui arrive à exploiter Neuralink, là. On a eu des vidéos du premier patient qui a bénéficié d'un Neuralink et il a l'air content. Déjà, il a l'air plutôt en forme, donc il a l'air d'avoir bien récupéré. C'est déjà un bon point. C'est déjà pas mal. Nolan Arbo a 29 ans, il est tétraplégique depuis un accident, et donc après une opération qu'il qualifie de super facile, il a dû apprendre à utiliser l'implant, donc à étalonner tout ça, voilà, et maintenant il utilise un PC par la pensée, donc il déplace le curseur assez vite pour jouer aux échecs en ligne, et aussi à Civilization et à Mario Kart. Donc l'implant a une autonomie de 8 heures. Ce qui est fort, hein, quand il pense. On n'a pas plus d'infos sur la manière dont ça se recharge d'ailleurs. Donc voilà, pour le moment, il fait un bilan très positif. Alors c'est vrai que c'est toujours impressionnant à voir. Bon, c'est pas strictement la première interface neurale du monde, faut pas non plus. Mais bon, quand même, c'est toujours impressionnant de voir effectivement un curseur bouger comme ça juste parce que le mec le veut, quoi. C'est une espèce de... il utilise la force, quoi, c'est toujours marrant. Et voilà, c'est... Alors, il dit quand même, lui-même, que c'est pas parfait, qu'ils ont eu quelques problèmes et qu'il reste encore du boulot. Mais il dit quand même aussi que ça a déjà changé sa vie. Et donc on lui souhaite de tout cœur que ça continue. Évidemment, les interfaces neurales ont un potentiel fou quand même, parce qu'on peut les imaginer aussi télécommander au jour des prothèses, des membres entiers, quoi. Donc voilà, si c'est avec une intervention, disons, pas trop lourde, parce que moi j'hésite à dire super facile, des trucs où t'ouvres le crâne, bon. Mais bon, voilà, Nolan, il est plutôt content et c'est quand même prometteur, quoi. Je sais quelle a été la principale difficulté, c'est la carapace bleue. Ça, j'imagine que ça, c'est une grosse frustration quand on est dans Mario Kart. Guillaume, on va mettre de côté ces projets lunaires et revenir plus bassement et plus matériellement sur Apple. Et c'est vrai que c'est le gros de l'actu de cette semaine, de ces derniers jours en tout cas. Parce qu'ils sont, et là il n'y a pas de détour, il n'y a pas de pincette qui a été prise, attaqués par le département de la justice aux États-Unis pour, alors, à peu près tout, tout ce qui caractérise Apple, voire même des choses qui sont difficilement, à mon sens, entendables. Même, voilà, CarPlay, par exemple, aussi fait partie du pool de critiques. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe, pas les Guillaume ? plus pertinentes, honnêtement. C'est ça. Clairement. Ils ont tout mis. Ils ont mis un package complet. Oui, ils sont dit dans le tas. Ils ont mis un gros package pour en fait faire une sorte de de tableau cohérent, quoi. Tu vois, ils ont fait une espèce de portrait cohérent et raconter une histoire qui est assez défendable. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas forcément vu venir, parce que bon, on s'attendait à ce que l'Union européenne s'énerve après eux en premier, parce que voilà, en ce qui concerne le DMA, ce qu'ils vont faire, d'ailleurs, on va en parler, mais
Là, c'est quand même le département de la justice américaine qui attaque Apple pour abus de position dominante. Donc, mais c'est en plus, c'est non seulement donc comme tu l'as dit, le DOJ, le Department of Justice, c'est aussi 16 États américains avec leurs procureurs qui attaquent sur une bonne demi-douzaine de points au moins, qui tous convergent vers des pratiques anticompétitives qui vont léser les concurrents aussi bien que les consommateurs. Alors dans le détail, on trouve quoi ? On trouve le fait qu'Apple interdise les super apps, par exemple, donc c'est-à-dire les applications qui peuvent tout faire, y compris avoir leurs propres applications à l'intérieur, c'est-à-dire avoir leur propre magasin d'applications. Apple interdirait ces plateformes parce que en fait, ça isole l'utilisateur de son écosystème et donc ça rend plus difficile, ça rend plus facile pour les gens le passage à la concurrence, puisque si une super app est présente sur 2 plateformes, la plateforme n'importe pas beaucoup, quoi. Et donc, dans la même veine, il y a l'interdiction des applications en streaming, alors de jeux en streaming en particulier, pensez xCloud, parce que non seulement c'est pareil, ça permet de faire abstraction de la plateforme, mais en plus, ça se permet carrément de se passer de machines puissantes, c'est-à-dire qu'on peut acheter des téléphones à bas prix et avoir exactement la même expérience que sur un iPhone à 2000 balles, donc voilà, c'est... Donc du coup, c'est pas forcément super pour eux. Autre gros point de contentieux, iMessage. Alors l'anathème de la bulle verte qui symbolise finalement tout ce qui cloche avec Apple, qui sciemment différencie les utilisateurs Android et dégrade la qualité du service. Et d'ailleurs, à ce titre, la blague de Tim Cook pourrait revenir à hanter, cette blague célèbre. Il faut se souvenir qu'un utilisateur ou un journaliste, je ne sais plus d'ailleurs, avait interpellé Tim Cook pour lui dire qu'il n'arrivait pas à envoyer une certaine vidéo à sa mère sur Android, que c'était pas compatible, tout ça. Et Tim Cook, il avait répondu t'as qu'à lui acheter un iPhone, puis c'est tout, c'est plié. Donc voilà, la solution c'était ça, et dans le contexte de ce futur procès, évidemment, ça prend une autre dimension, quoi. Donc on a un peu le même problème avec les smartwatches. L'Apple Watch n'est dispo que sur iPhone, et les montres sont assez chères, donc c'est encore un moyen de dissuader les utilisateurs de passer à la concurrence. Interrogé par un 9 to 5 Mac, Apple aurait révélé qu'ils auraient travaillé 3 ans sur la compatibilité avec Android avant de se décider que c'était pas faisable. Réponse vraiment très étrange, parce que je vois pas ce qui est pas faisable en réalité, d'autant plus que t'es pas obligé de mettre complètement... Enfin, tu vois, tu peux éventuellement omettre des fonctions, mais je veux dire, tu pourrais quand même offrir un service minimum, quoi. Oui, et puis tu peux réfléchir ton truc dans le temps, t'es pas obligé de le faire en claquant des doigts. Donc c'est quand même extrêmement bizarre que tu as passé 3 ans voilà, c'était une réponse vraiment bizarre. 3 ans d'ingénieur pour rien, bon. Non, en fait, probablement, ils ont décidé que ça les arrangeait pas, quoi. Je pense effectivement que ça les arrangeait pas, et pour être plus précis, je pense très objectivement que les tests qu'ils ont pu mener là-dessus ont montré que offrir une Apple Watch avec une expérience Android, ils n'arriveraient pas à offrir une aussi bonne expérience parce qu'ils contrôlent pas le truc, et que juste ils se sont dit non, mais on serait pas crédible, quoi. Enfin, Oui, non, mais c'est pas ça. Ça rejoint la stratégie. Ça rejoint la même stratégie qu'avec iMessage en réalité. En fait, c'est la même chose. Je veux dire, ils pourraient mettre la même couleur à toutes les bulles et améliorer la qualité de service et l'interopérabilité, et même porter iMessage sur Android. Mais Craig Federighi l'a dit explicitement, ça sera simplement un obstacle de moins à ce que les familles achètent des Android à leurs enfants. Non, mais en fait, ça nous ferait plus de mal que de bien, c'est tout. Ouais. Non, en fait, dans le cas de l'Apple Watch, c'est juste moi qui importune. Je dois reconnaître que les quelques utilisations qui sont vraiment indépendantes du smartphone sont nulles. Enfin, il y en a quelques-unes, ok, sympa, captation de santé et tout, mais elles sont pas suffisamment différenciantes. C'est difficile de justifier le prix d'une Apple Watch si tu prends en compte les plus-values inhérentes à la montre. Et par contre, effectivement, si tu en fais vraiment une expérience qui prolonge ton smartphone, ton iPhone, en vrai, je trouve qu'il y a une plus-value. Après, elle va pas convaincre tout le monde. Donc, c'est plus ça que... Bon, après, je veux pas m'attarder sur l'Apple Watch parce que finalement, c'est qu'un élément... Non, mais c'est vrai que c'est représentatif, par contre, je pense. Oui, c'est exactement ça, c'est représentatif. D'ailleurs, on peut aussi mentionner le verrouillage du NFC... seul portefeuille Apple. Alors oui, effectivement, CarPlay est aussi utilisé, mais c'est vrai que dans la plainte fait 90 pages. Donc c'est mentionné aussi, mais bon, c'est vraiment la moins convaincante des démonstrations, ça tu as raison. CarPlay, ok. Par contre, pour le reste, il y a aussi les discours orientés par Apple TV+. Franchement, là, c'est pareil. Je ne suis pas certain qu'Apple TV+ soit extrêmement puissant. Et franchement, il n'est pas limité aux appareils Apple du tout. Donc bon, là aussi, c'est la deuxième exception qui me paraît difficilement crédible. Effectivement. Après, c'est vrai que pour le reste, c'est quand même pas facile de contester certaines accusations qui paraissent quand même assez bien détaillées. La plainte, et c'est très inhabituel d'ailleurs, est pour une large partie rédigée en langage courant et pas inutilement surchargé de jargon juridique, quoi. C'est très lisible et c'est un texte auquel presque tous les nerds en fait peuvent trouver à s'identifier, parce que presque tous les utilisateurs ont à un moment ou à un autre pesté contre un verrouillage Apple ou un autre. Apple veut tout contrôler et parce que ça lui rapporte énormément de fric.
Aux US, c'est sûr. il est dominant sur les smartphones, à tel point qu'avoir un iPhone, ça devient une pression sociale, en particulier pour les plus jeunes. Une pression d'ailleurs qui devient une pression financière pour les parents, qui ne veulent pas que leur petit gamin soit exclu à la récré, et soit la risée de tous leurs amis. Donc le problème des bulles vertes, c'est un véritable phénomène de société là-bas, qui va devenir d'ailleurs très embarrassant pour Apple avec cette plainte. Et bon, c'est le cœur de la plainte. Apple fait tout pour mettre des obstacles à la migration vers des concurrents. Il le fait en utilisant sa position dominante sur le marché au détriment aussi bien des développeurs d'ailleurs que des utilisateurs. Donc pour ceux qui s'en souviennent d'ailleurs, cette action ressemble beaucoup à celle qui a frappé Microsoft en 99. À l'époque, dans les années 90, Microsoft était totalement dominant sur les systèmes d'exploitation, très très largement. Et donc, c'était le début du web, vraiment, du web comme on connaît un petit peu maintenant, c'était le tout début, et il devenait un brin nerveux. Parce que le web, c'est une autre plateforme. Windows, c'était une plateforme en elle-même, tu vois, qu'il contrôlait complètement. Le web, il ne le contrôlait pas, et finalement, Windows pouvait devenir secondaire face au web lui-même. Et donc, ils ont utilisé tous les pouvoirs qu'ils avaient pour conserver le contrôle. Ils ont essayé de dissuader Netscape, par exemple, de faire un navigateur pour Windows 95. Puis, ils ont fait leur propre navigateur, qui est devenu gratuit par défaut sous Windows. Les trucs par défaut sous Windows, n'est-ce pas? Donc, il a aussi signé des deals avec d'autres boîtes pour exclure Netscape. Donc, en gros, il a fait pression de tout son très gros poids pour asphyxier son rival, entre autres. Donc, le département de la justice américaine, il a attaqué Microsoft là-dessus, un antitrust. Donc 99, et il a même tenté de faire scinder la boîte en deux. Et Microsoft a finalement été condamné au terme d'un très long procès à respecter plein de règles et à arrêter de faire ce qu'il faisait d'abusif. Et ce qui est rigolo, c'est que ces décisions sont venues à point nommé pour aider Apple, lequel à l'époque n'était pas le monstre qu'il était aujourd'hui, puis il avait même quelques petits soucis financiers, c'était dur à imaginer, n'est-ce pas? Apple avec des soucis financiers, mais bon, dans la plainte, on en retrouve, et c'est marrant, une allusion explicite. Alors, c'était l'époque où l'iPod était sorti déjà, et il nécessitait iTunes. Évidemment, il nécessitait iTunes, et pendant un petit moment, ça a été que sur Mac. Et finalement, après le procès, le iTunes a été porté sous Windows très facilement, le système qui est donc le système majoritaire, qui était le système majoritaire, et ça a permis aux ventes d'iPod de décoller, voire d'exploser, quoi. Donc l'action en justice contre Microsoft a donc en quelque sorte facilité la vie à Apple, en quelque sorte. Voilà, c'est ce qu'il raconte. Apple serait du coup devenu le nouveau Microsoft aujourd'hui. C'est un nouveau cycle dans l'ordre naturel des choses. Tu vois, tout pousse au gré des saisons. Les jeunes pousses, les herbes folles aussi bien que les grands arbres. Et puis périodiquement, tu as le grand jardinier de la tech comme ça, qui vient faire un petit élagage pour que tout reste harmonieux. C'est vraiment la métaphore, je pense, que le département de la justice a en tête. Vraiment. Bon, est-ce que cette action a des chances d'aboutir ? Selon les experts, oui. The Verge a interviewé plusieurs qui témoignent que la plainte est très bien fichue, très bien écrite, avec des arguments qui sont convaincants, et qui dépeignent un système cohérent. Et que ça témoigne aussi de pas mal d'expériences accumulées au fil des ans et au fil des procès de ce genre. Donc il est peu probable que le département de la justice demande une division de l'entreprise, même s'il dit que tout est sur la table. Mais bon, si on combine cette procédure avec les autres qui sont encore en cours ou qui vont tomber sur le coin de la tronche d'Apple bientôt, tout ça pourrait quand même aboutir à des changements très profonds pour Apple. Après, par contre, pas de panique. Ce genre de procès, ça peut durer 3 ans, facile. Ouais. Et il peut y avoir des appels, donc pas fini. Ouais, et puis ça peut être aussi une manière de les forcer à anticiper de futures actions de ce type-là, parce que bon, quelque part, il y en a déjà eu, pas d'aussi massive, et pourrait y en avoir d'autres à l'avenir. Tu sais qu'il y a de ces moments, je sais pas si ça t'arrive, Guillaume, où tu sais quelque chose, tu le sais intimement, si on te pose la question, tu as la bonne réponse, mais tu n'arrives pas à le formaliser et tu n'en as pas complètement pris conscience. Je m'explique, je sais éperdument que je suis très vissé à cet écosystème Apple. Et sur plein d'aspects d'ailleurs, le contrôle parental de la tablette qui est utilisé par les enfants, c'est bien pratique de l'avoir sur iOS, je trouve ça pratique. iMessage, je fais partie des gens qui trouvent ça chouette, pratique, alors que évidemment, il y a beaucoup d'autres alternatives. Enfin bref, finalement, les cas d'usage de fonctionnalités d'Apple qui ne prouvent pas qu'Apple raisonne en contribuant à enfermer son consommateur dans un écosystème sont des exceptions. Tu vois, on parlait de CarPlay, etc. Et j'ai eu l'autre jour un espèce d'effet de prise de conscience quand je suis tombé sur un produit, alors que tu connais peut-être et que d'autres connaissent peut-être. C'est le Boox Palma, qui est une espèce de format smartphone. C'est pas vraiment un smartphone, mais avec un écran e-ink. C'est une espèce de micro-liseuse. Et alors, je sais pas pourquoi.
Voilà, ça a pullulé là ces derniers temps, je sais pas, sur les réseaux sociaux, peut-être j'ai été ciblé ou que je suis tombé sur une recherche, ça va. Bon, bref. Et j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, putain, c'est vrai que franchement, ça donne envie de tester l'expérience et de me dire, bah tiens, je remplacerais bien mon iPhone par ça. Et en fait, tu te projettes, tu vois, tu te dis, putain, merde. Bah alors oui, alors déjà, c'est la première chose, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de tiroir SIM, il n'y avait pas d'eSIM, c'est pas un téléphone. Mais bon, je me suis quand même projeté pendant quelques jours en me disant, putain, demain, admettons qu'il y a un produit pas trop cher qui offre une durée de vie de la batterie de 1 semaine, 10 jours, plus, qui me permettent d'avoir plein d'apps, qui me permettent, tiens, avoir SMS, téléphone. Et je crois qu'il y en a d'ailleurs, des smartphones qui sont peut-être pas forcément géniaux, mais en tout cas, j'aimerais tester. Mais tu vois, ce que ça implique de tester ce genre de choses, ce serait me couper d'un produit que j'apprécie, qui capte mes données de santé, de sport et qui me fait mes notifs comme je le veux, qui est l'Apple Watch. Il y a la gestion du contrôle parental au niveau familial. Il y a tout l'historique cloud qui est rattaché à Apple. Et encore une fois, c'est difficile de trouver des contre-exemples à cet enfermement. Donc, voilà, je le sais, je suis enfermé sur cet écosystème et en même temps, je me suis retrouvé face à un frein très concret d'évolution libre de mes choix technologiques. Bon, du coup, que j'ai écarté. Je ne vais pas me lancer là-dedans dans un smartphone Inc., surtout un Bux Palma qui n'en est pas un, comme tu le dis. Mais voilà, j'ai pris conscience. Donc, voilà, je voulais faire un petit peu mon petit témoignage là-dessus. Mais non, mais on peut être un prisonnier heureux, si tu veux. On peut être à la fois prisonnier et jusqu'à ce qu'on soit épanoui. frustré. Je veux dire, regarde tous ces gens qui font du BDSM. Qui font du BDSM. Oh, c'est quoi ça? Pardon, excuse-moi. BDSM, bah, le bondage, discipline, sadomasochisme. Ah putain, je connaissais pas, pardon. Ou alors je joue très bien celui qui ne connaît pas, effectivement. Bon, oui, j'aime me faire violence. Tu vois, je reprends ton fouet d'autoflagellation, mais moi je le fais par plaisir, non pas parce que je me suis trompé sur la composition de l'hélium 3. Guillaume, on continue avec Apple qui a attaqué vraiment de toutes parts. Oui, on reste avec les procès Apple qui n'en a pas fini avec Epic et les moyens de paiement sur iOS. Alors, en fait, c'est l'issue d'un procès qui clôt normalement. C'est un procès d'ailleurs qui a vu une large victoire d'Apple, qui peut donc continuer, selon la juge Yvonne Gonzalez-Rogers, à faire comme il faisait avant, quasiment. Donc Apple pouvait continuer d'imposer son système de paiement in-app. Par contre, il devait autoriser les développeurs à orienter vers des systèmes de paiement tiers, donc à l'extérieur, s'ils le voulaient, ce qui est interdit avant. Tu pouvais même pas inclure un lien vers un site web externe avant. Bon. Or, même cette maigre obligation n'est pas respectée selon Epic. Alors Apple permet en effet de lier vers une autre manière de payer, et même en Europe, vers d'autres manières de télécharger des apps, en théorie, c'est vrai, mais il le fait en appliquant des taxes qui sont complètement dissuasives. Donc on l'a mentionné plusieurs fois, Apple paie 30% des paiements via l'App Store, et il charge une commission de 27% pour les paiements hors App Store. Ce qui, additionné aux frais que cet autre système de paiement ne peut manquer d'avoir, ne fait qu'on n'a absolument aucun intérêt à ne pas passer par Apple. Donc Epic accuse Apple de ne pas respecter l'esprit de la loi, seulement la lettre, en proposant ce système qui en réalité ne fait absolument pas bouger le statu quo. Le truc c'est que ça embête pas qu'Epic. Et oui, parce que ça embête aussi tout le monde, c'est-à-dire et en particulier les gros poids lourds comme Meta, Microsoft, X et Match Group. Et parce que là, tous ensemble, ils se sont réunis et ils ont rédigé un mémoire qui accuse Apple de ne pas respecter le jugement, le jugement et donc l'injonction qui a été faite contre lui. X ou Meta d'ailleurs témoignent du fait qu'ils doivent passer les frais supplémentaires d'Apple sur les utilisateurs. Apple continue à fausser la compétition et Epic et ses amis veulent donc une application réelle du jugement qui a été rendu. Par ailleurs, ça coïncide pile avec le début d'une enquête lancée par l'UE sur la conformité avec le DMA des mesures prises par Apple. Et alors le truc c'est qu'il y a aussi Meta et Google dans cette enquête. Alors là encore, elle pourrait être conforme à la lettre, mais pas à l'esprit de la loi finalement, les mesures qui ont été prises. Alors bon, pour Apple, on voit très bien de quoi on parle, on en a parlé plein de fois déjà, il y a même d'autres trucs, comme ne pas pouvoir choisir de services alternatifs à ceux d'iOS, ou ni désinstaller certains logiciels, donc il y a encore d'autres trucs qui font partie de cette enquête. Et bon, pour Meta, c'est, parce que Meta est concerné aussi, donc c'est l'offre de Facebook sans pub, qui est payante, mais qui serait en question quand même, parce que c'est un abonnement qui a été jugé cher, et qui vient tout juste de baisser significativement de prix d'ailleurs, exactement pour cette raison, parce qu'ils savaient bien qu'on allait le reprocher, que ça allait être que c'était très cher, et que donc c'était. Alors, il est passé de 10 € à 6 € et 4 € pour chaque compte supplémentaire, le tout par mois. C'est moins cher. Après, bon, c'est toujours trop cher selon des associations qui estiment qu'un choix ne peut pas se faire. Il peut se faire qu'en dehors de toute contrainte financière, parce que sinon, c'est pas un vrai choix. Enfin, en ce qui concerne Google, il pourrait encore, lui, favoriser un petit peu trop ses propres services, comme Google Flight, par exemple, au détriment d'autres. Alors là encore, pas de panique, l'enquête vient formellement de commencer, donc c'est une grosse enquête qui concerne Apple en premier lieu, mais pas seulement. Et les conclusions seront rendues dans un an. Bon, voilà, donc on va prendre son temps.
Par contre, à la clé, il pourrait y avoir de très très grosses amendes. Eh ben, des gros montants dont on relaiera dans de futurs épisodes de Tech Café. Et puis Guillaume, c'est vraiment pas le bon moment, hein, c'est pas le bon mood pour Apple, qui se retrouve embêté avec une faille qui concerne les processeurs M, M1, etc. Alors je sais pas jusqu'à quelle version M1 exactement. tout court, je crois. Comment les M tout court, ok, donc Les M1 allons-y. tout court, oui, effectivement, hein, quand c'est pas ta semaine, c'est pas ta semaine, hein, qu'est-ce que je te dise. Comme ça. Après tout ce qu'on vient de dire à propos des soucis d'Apple, il y en a encore un dernier qui a fait l'actu cette semaine dans un domaine qui est totalement différent, parce que c'est la sécurité matérielle. Et apparemment, les processeurs M1 auraient une vulnérabilité exploitable et impossible à patcher, enfin impossible à y remédier vraiment facilement. Une vulnérabilité qui, dans les grandes lignes, rappelle un petit peu Spectre ou Meltdown, si vous vous souvenez. Ouais. Elle s'appelle GoFetch et elle concerne aussi une optimisation matérielle des M1. Cette fois, c'est la petite composante là qui est concernée, c'est le DMP. Alors DMP, c'est Data Memory Dependent Prefetcher, donc c'est un prefetcher. Alors c'est quoi un prefetcher ? C'est un truc qui va chercher, il prefetch, c'est-à-dire qu'il va chercher un truc, mais il va chercher un truc avant que ce soit demandé. Donc en fait c'est une sorte d'exécution spéculative en gros, c'est-à-dire qu'il fait des hypothèses, il se dit on aura probablement besoin de ça en mémoire, donc tiens je vais aller le chercher, et puis si c'est le cas, c'est tout bénef, on n'a pas à aller chercher les trucs en mémoire, c'est déjà dans le cas. C'est tout sauf mon fils ça, anticiper quelque chose dont il pourrait y avoir... alors l'anticipation tu vois c'est clair, c'est pas tout le monde. Alors il y a une unité du processeur qui est séparée en fait des cœurs de calcul. Hein. Le but c'est vraiment d'aller chercher à l'avance, avant effectivement que les cœurs demandent. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va parcourir le code d'elle-même, hein. Elle va regarder le code du programme, et puis elle va chercher les données en RAM que le programme va être susceptible de demander. Et donc elle va chercher ces trucs dans la RAM, elle le place en cache, où évidemment ce sera plus rapide d'aller le chercher en cache que d'aller passer par le truc. Bon, la plupart du temps, les unités de calcul en auront besoin, il n'y a pas de problème, le DMP devance les attentes des travailleurs, c'est un expert, hein, il en a vu d'autres, et donc, en gros, quand il voit que tu commences à lire un tableau, il se doute que tu vas aller à la fin du tableau. Mais il fait mieux que ça, il est plus malin que ça. Il va parcourir le code, il va suivre les pointeurs tout seul, les pointeurs c'est les trucs qui pointent donc vers des adresses en mémoire, vers des zones de mémoire. Il va aller les chercher tout seul, et puis, s'il voit que tu fais appel en mémoire à un truc qui ressemble aussi à une adresse, ça arrive souvent, hein, tu vas à une adresse qui te mène à une autre adresse, qui te mène à une autre zone mémoire, ça arrive très souvent, ce genre de truc. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas juste aller voir le truc et stocker l'adresse. Ça sert pas à grand chose. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer le chemin. Il va voir, tiens, ça c'est une adresse, je vais la suivre aussi, jusqu'à ce qu'il arrive sur une zone mémoire, qui se dise, ça c'est probablement la zone mémoire auquel on va accéder, je vais la foutre en cache. Donc il va traquer comme ça les données où qu'elles se trouvent. Alors c'est pratique, mais du coup, comment il sait que c'est une adresse ? Je veux dire, une adresse, comme on nous dit c'est une adresse, évidemment, dans un ordinateur, une adresse, c'est juste un gros nombre, quoi. C'est un gros nombre, et puis c'est rien qui ressemble plus à un gros nombre qu'un autre gros nombre. Ça. Et alors le DMP, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il a des heuristiques, c'est-à-dire c'est un expert. Là, il se passe à peine 6 semaines, hein. Donc il en a vu d'autres, et il déduit que ce truc ressemble à une adresse, parce que typiquement, c'est une structure d'adresse, et ça ressemble pas aux données, c'est un peu bizarre par rapport aux données qu'on accède là, donc finalement c'est probablement une adresse. Et c'est là toute la force et toute la faiblesse du truc, parce qu'il peut suivre des pointeurs, donc il peut les suivre comme ça un peu partout, il peut aller chercher donc plus de données et accélérer plus le boulot de l'ensemble du CPU, mais il est jamais totalement sûr que c'est un pointeur en fait. Il le devine, mais il peut aussi se planter. Et c'est là qu'on peut exploiter ça, et c'est là que GoFetch donc arrive à exploiter ça. Et alors, c'est là que ça devient compliqué, hein. Ça, c'est que le début. On peut pas lire directement les valeurs de tout ça. C'est complètement opaque, on peut rien faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut détecter si oui ou non une donnée se retrouve en cache. Histoire de timing encore. Donc tout le jeu est donc de maquiller des valeurs pour qu'elles ressemblent à des pointeurs. C'est-à-dire de forcer le DMP à se planter. Si c'est le cas, la valeur sur laquelle elle pointe se retrouvera en cache. Donc la valeur en question n'importe pas, on s'en fout de la valeur. Ce qui est important, c'est si oui ou non, le DMP pense que la valeur maquillée est un pointeur ou pas. C'est comme si nous choisissions le maquillage. Enfin, si tu veux, comme c'est nous qui choisissons le maquillage, comment on maquille cette adresse, chaque fois que la valeur maquillée est prise pour un pointeur, par erreur, on en déduit un petit peu d'informations sur la valeur d'origine. Et au fur et à mesure des maquillages, au fil du temps, on finit par déduire de plus en plus d'informations sur la valeur elle-même, voire par la trouver, carrément. Mais ça prend du temps. Donc on fait une espèce de jeu de devinettes très très long et très compliqué avec des valeurs qu'on teste. Le truc, c'est que ça marche pour tout, par contre. C'est ça qui est fou, c'est que ça marche pour n'importe quelle valeur, y compris des clés cryptographiques. Et donc on peut trouver par exemple une clé RSA de 2048 bits, mais il faut mettre 26 minutes pour faire plein de tests, quoi. Donc il y a d'autres types de clés
qui peuvent prendre encore bien plus de temps. Alors attaquer les M1 comme ça, c'est pas simple. Pour le moment, on n'a pas d'exemple d'attaque dans la vraie vie. C'est pour des attaques très ciblées, très théoriques finalement. Alors, pour l'instant, ça reste théorique, mais enfin, on peut le mettre en pratique. Alors, il faut savoir quand même que les M3, par exemple, ont des bits spéciaux pour activer ou désactiver le DMP, mais que le M1 n'a pas ça. C'est dans ce sens-là que c'est pas patchable, quoi. Alors que dans le M3, par exemple, tu peux dire, voilà, on n'utilise plus le DMP, donc du coup, on est peinard. Et du coup, les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pénaliseraient forcément beaucoup les performances. Sur le M1, alors sur le M3, ça pénalisera un peu les performances, mais on peut les utiliser que sur les trucs qui sont risqués, et puis pas du tout sur l'ensemble du programme. Par contre, sur le M1, je pense pas que tu puisses choisir de ne pas utiliser le DMP, donc ça voudrait dire que pour se prémunir de ce genre d'attaque sur le M1, ça serait un cauchemar, parce que ça demanderait au programmeur de savoir exactement comment on peut maquiller ces valeurs intermédiaires, et qu'il puisse modifier les valeurs intermédiaires de sorte qu'on puisse pas les maquiller ou qu'on puisse rien en déduire. Ça, c'est vraiment complexe. Donc les pauvres. Mais en tous les cas, pour le M3, il suffit de désactiver le DMP momentanément, quoi. Merci. Et puis, alors quand même, hein, quand tu passes une sale semaine, parfois tu relativises en te disant qu'il y en a d'autres quand je chie aussi quelque part. Hein, si tu passes une sale journée, pense à. Et là, en l'occurrence, peut-être un peu qu'Apple pense, bon, je pense peut-être pas tant que ça, j'en sais rien, mais à Google qui se retrouve avec alors une amende qui, quelque part, une confirmation d'amende, hein, quelque part. Oui, on change un peu avec Google qui, en plus d'être l'objet donc, de cette enquête de l'UE, vient de se faire épingler en France par l'autorité de la concurrence. Alors son autorité vient de condamner à 250 millions d'euros d'amende ce Google-là, et ça concerne les droits voisins pour les organes de presse et l'intelligence artificielle. Alors je cite, en ce qui concerne les services d'intelligence artificielle Bard, l'autorité a en particulier constaté que celui-ci avait utilisé à des fins d'entraînement de son modèle des contenus des éditeurs et agences de presse sans les avertir, ou avertir l'autorité. Entre eux, par moi, il s'appelle l'autorité, j'aime beaucoup. Un manque de transparence qui s'accompagne d'un manquement aux engagements pris par Google en 2022, puisque Google n'a pas donné la possibilité de refuser la récolte des données, et il a lié des contenus protégés via Bard, sans donner l'occasion aux éditeurs de renégocier les rémunérations. Alors évidemment, Google, de son côté, estime que la sanction n'est pas proportionnée et qu'elle omet de prendre en compte qu'il n'existe pas vraiment encore d'encadrement sur le fair use des données pour l'IA, tout ça, et que tout change très très vite, et que donc on ne peut pas trop les accuser de ne pas prédire l'avenir, en gros. Magnifique. Eh ben écoute, très bien, on va clore en tout cas ces sujets-là, et puis pendant qu'on parle de Google, ça va nous servir d'une habile transition Guillaume, pour l'intelligence artificielle, avec Google qui pourrait bien se retrouver à nous fournir des informations particulièrement utiles et qui vont peut-être malheureusement se multiplier à l'avenir. Ce sont les inondations. Et oui, puisqu'on parle de Google, on peut mentionner rapidement une application incontestablement utile et qui effectivement, comme tu dis, le sort peut-être de plus en plus, pour la prévision d'inondations et de crues en particulier. Alors Google a annoncé des records de précision sur les crues de rivière, donc sur les prévisions de crues de rivière, jusqu'à 7 jours à l'avance et dans 80 pays, même si en moyenne c'est plutôt 5 jours. Alors ce qui est intéressant, c'est que le modèle est global, qui marche même bien dans les zones où il n'y a pas beaucoup de données, parce qu'il généralise en fait en s'appuyant sur des zones qui ont plus de données, où il y a plus d'informations. Donc il n'y a pas il y a pas des capteurs partout, hein. Il n'y a pas autant de capteurs partout dans le monde, dans les zones inondables, dans les zones où il y a des retenues d'eau ou des rivières, hein. Il y a des zones où on en a plein, puis il y a des zones où c'est beaucoup plus flou. Le modèle arrive à anticiper dans les zones les moins bien connues en utilisant ce qu'il sait du reste. Alors pour les curieux, et pour ceux qui ont écouté les suppléments IA qu'on a fait il y a un petit moment, là, sachez qu'ils ont utilisé des LSTM, donc des réseaux de neurones à mémoire sélective, hein, qui sont bien adaptés aux suites de valeurs comme ça qui se suivent dans le temps. Et là, les valeurs, en fait, c'est tout un ensemble de valeurs, hein, c'est tout un tas d'informations sur le niveau de l'eau, les données météorologiques, les données sur les sols, etc. Donc il y a un premier LSTM, un premier réseau qui va lire toutes ces données, qui va faire son bilan, il va dresser le bilan, voilà. Bon, moi j'en pense ça, de tout ça. Ce bilan va être utilisé par un autre réseau qui est prédicteur, qui va utiliser le savoir du premier réseau pour lire les données météo récentes, les 7 derniers jours, et qui va après se servir de tout ça pour donner une prédiction du niveau de l'eau. Le système n'est pas qu'une recherche, hein, c'est un papier dans Nature, mais c'est aussi en usage déjà dans l'application Flood Hub, qui va prédire les crues sur des milliers de rivières dans le monde par semaine. Et j'ai vu, alors pour la semaine, il n'y a aucun problème en France, hein, je pense, tout va bien. En Angleterre, par contre. Donc les infos sont aussi dispo dans Google Maps et dans Google Search, hein, cela dit. Puis ils veulent évidemment améliorer le truc en étant plus précis, en ayant encore plus de points de données, etc. C'est la section, Guillaume, LinkedIn des boîtes de la tech et de l'intelligence artificielle, avec des promotions, des changements d'entreprise, etc. etc. On commence justement, alors quand même un poste, je pense, assez clé, hein, finalement, c'est le responsable, le big boss de la recherche chez Google.
Oui, alors il y a 2 petites news, un peu Rien que pipeau le ça. premier abord, mais qui sont sans doute significatives puisqu'on est chez Google. Parlons de la nomination de Liz Reed à la tête de Google Search. Alors c'est pas la seule à bouger, il y a tout un jeu de chaises musicales comme ça arrive régulièrement, il y a les grosses boîtes, promotion et compagnie, bon voilà. Mais Liz Reed, elle a un poste central chez Google désormais puisqu'elle est, enfin, elle était jusqu'à présent à la tête de SGE. SGE, c'est rien à voir avec Stargate, c'est Search Generative Experience, c'est-à-dire la recherche par chatbot comme Bing Search en fait, la réponse à Bing Search de Google. Si vous, donc vous posez une question, l'IA vous répond de manière naturelle, voilà, vous donne des liens, vous pouvez consulter de manière optionnelle, si évidemment tu n'as pas déjà tout ce qu'il faut. Alors, que la boss de SGE devienne la boss de la recherche en général au sens large, c'est-à-dire la boss de Google Search, ça envoie un signal assez fort. L'IA est au centre de la future stratégie de Google. C'est un pivot auquel on s'attendait un peu quand même de toute façon, depuis que Bing a lancé les hostilités d'une manière générale. Ça lui a pas particulièrement réussi, à Bing, dans le sens où ça lui a pas rapporté beaucoup de parts de marché. Mais bon, apparemment, Google y croit toujours. On peut discuter sans fin encore de est-ce que c'est bien ou pas bien, mais bon, pour l'instant, voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que Google a l'air d'y croire. Google qui doit l'avoir un petit peu mauvaise aussi quand il voit ce qu'est en train de faire Mustafa Suleyman. Mustafa Suleyman, c'est un des cofondateurs de DeepMind. Il a cofondé DeepMind en 2010 avec Demis Hassabis. Donc ça a été racheté par Google en 2014. Et en 2019, il aurait été épinglé comme manager toxique chez DeepMind d'ailleurs. Bon, du coup, Google l'a récupéré. Donc il faisait partie de Google. Et en 2022, il est parti pour fonder Inflection, qui propose le chatbot Pi. Un chatbot qui n'est pas mauvais au demeurant, mais qui semble pas être le plus utilisé ni le plus connu d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est plutôt un bon chatbot. Il est aussi impliqué dans l'éthique de l'IA et à la surprise générale, il vient d'être embauché chez Microsoft. Et pas n'importe où, puisque c'est pour diriger carrément tous les produits IA de la marque. Donc Copilot, Bing, etc. Alors c'est un petit peu bizarre. Suleiman avait un poste qui se rapprochait pas mal de ça chez Google. Il est parti pour fonder sa boîte, pour avoir plus de liberté. Donc c'est vrai que c'est bizarre de revenir chez un géant comme Microsoft, qui doit quand même ressembler en interne un petit peu à Google, quoi, mais bon. Enfin bon, apparemment, il vient pas seul, parce qu'on a appris plus tard, via The Information, que Microsoft aurait offert 650 millions à Inflection, et serait en train d'engager pratiquement tout son personnel. Alors ok, quand une boîte donne de l'argent à une autre boîte et prend la majeure partie de ses 70 employés, ça ressemble à une acquisition. Mais non, pas du tout. Pas acquisition. Microsoft n'est pas du tout en train d'acheter Inflection. C'est un partenariat pour mettre les modèles d'Inflection à disposition sur les serveurs Azure, et c'est un moyen de donner aux investisseurs un petit peu de fric, malgré tout. Mais c'est pas une acquisition, pas du tout. Pas du tout un truc qui pourra attirer l'attention des gendarmes de la concurrence ou ce genre. Non, pas du tout. Non, c'est pour une boîte qui possède déjà pas mal de chercheurs en IA et qui a un partenariat très étroit avec la boîte IA la plus en vue au monde, mais non, pas du tout. Mais bon, voilà, Microsoft veut apparemment consolider son propre AI Lab, et donc en plus de son partenariat avec OpenAI, cette fois on se demande bien ce qui va rester quand même d'Inflection au terme de cette non-acquisition, parce que là, je vois pas trop, comment ça va continuer à fonctionner, quoi. On continue avec l'IA, Guillaume. Oui, Stability vacille, je sais, c'est facile, mais c'est pas sûr, marrant. Stability est en difficulté, Stability AI est en grande difficulté, en tout cas selon les rumeurs depuis un petit moment. Elle a toujours eu du mal à faire de l'argent et entraîner des modèles, ça coûte beaucoup d'argent, et les faire tourner aussi. Pour fixer les idées, en 2022, le CEO Imad Mostake avait levé 100 millions de dollars, puis 50 millions l'année suivante. C'est confortable, mais la boîte est réputée en cramer 8 par mois. Du coup, 2 à 8 millions, 2 ans à 8 millions par mois, t'es à sec. Donc il gagne un peu d'argent aussi, mais bon, c'est chaud. Et en plus de ça, il y a une fuite des cerveaux de chez Stability, et en particulier de ceux qui seraient derrière Stable Diffusion. Au moins 3 des 5 auteurs du générateur d'images open source sont partis. Stable Diffusion est probablement leur réalisation la plus connue, et on accusait la boîte de ne pas mettre en valeur suffisamment les gens qui l'ont créé, quoi. Donc ça allait pas très fort. Et cette semaine, on a appris qu'Emad Mostake, donc le CEO, avait démissionné. Il va aussi quitter son poste au conseil d'administration, donc vraiment il quitte totalement la boîte. Donc il a choisi, le conseil a choisi d'ailleurs 2 CEO provisoires, en attendant de trouver un qui veuille reprendre la barre et la redresser, si possible. Alors Emad Mostake, il est parti de son plein gré quand même, pour se consacrer à, je cite, l'IA décentralisée. Voilà, il a tweeté que la concentration des pouvoirs est dangereuse, et il trouve étrange la focalisation sur la rentabilité de l'IA générative, parce que lui, il considère que c'est déjà utile, ça marche. Mais c'est loin d'être mature, les innovations sont quotidiennes, et donc voilà, c'est pas mature. Bon. Alors je pense pas qu'il fasse allusion à une IA sur blockchain décentralisée, je pense pas qu'il parle d'un truc comme ça.
En tout cas, c'est pas du tout mentionné. J'ai plutôt l'impression qu'il parle d'une gouvernance décentralisée. Alors Emad, il semble à fond dans les modèles ouverts. Donc il y a eu des rumeurs selon lesquelles les prochains Stable Diffusion ne seraient pas open source. Ça a été démenti par Stability AI par la suite, hein, mais bon, on a vu après, aujourd'hui même en fait, on a vu Emad en pleine visioconférence avec Satya Nadella sur X. Il a posté ça sur X. Tiens. Alors pourquoi ? Rien d'officiel, hein, je ne sais pas. Alors s'il rejoint Microsoft, je sais pas trop en quoi il travaillerait sur une IA décentralisée pour le coup, mais bon. Ouais. C'est pas clair. Bon, il y a rien de clair pour le moment et certainement pas d'ailleurs le futur de Stability AI. On va voir. Hein. Faut déjà qu'il se trouve un nouveau patron et puis après on voit. Chaque chose en son temps. Et en attendant, Guillaume, on continue à se pencher sur les usages plus ou moins récréatifs et plus ou moins problématiques avec les intelligences artificielles génératives. Tu nous as fait une petite sélection personnelle. Oui, absolument. Bah écoute, c'est officiel, les deepfakes, images génératives, le porno AI, tout ça, c'est hors de contrôle, ça y est. Donc le Guardian relaie une petite enquête de Channel 4 qui révèle que 4000 célébrités se baladent déjà à poil sur Internet, voire en faisant des trucs carrément cochons, hein, comme Taylor Swift en son temps. En son temps, c'est-à-dire le mois dernier. Alors des actrices, des chanteuses, des youtubeuses, bon oui, il doit bien y avoir un mec ou deux hein, dans le tas, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et bon, ça va pas s'arranger. En fait, si ces images se multiplient exponentiellement, c'est que les outils pour les créer se multiplient aussi et sont parfaitement accessibles à n'importe qui. De plus en plus accessible, ouais. Ben oui, je veux dire, c'est pas la peine de suivre nos tutos sur ComfyUI, télécharger des checkpoints, connecter des nodes, tout ça. Non, tu rigoles. N'importe quel lycéen peut télécharger une app qui échange le visage qui est sur l'App Store. Hein. Selon Checkpoint, donc c'est le truc de recherche, pas les checkpoints, il existerait déjà plus de 3000 applications de ce type sur GitHub. Alors ok, sur GitHub, tu peux dire, c'est pas ce qu'on peut appeler totalement accessible, mais il y a aussi des centaines de chaînes Telegram où des logiciels, des images, des tutos, ça s'échange. On peut même y acheter des vidéos toutes faites, entre 2 et 100 $, voilà, pour ta clip porno de la personne que tu veux. Et oui, il existe effectivement des applications sur l'App Store hein, qui permettent de faire du deepfake vidéo ou photo. En fait, bon, évidemment, elles offrent pas de porno elles-mêmes, c'est pour ça que c'est difficile de les virer, mais elles peuvent proposer des services, le cas échéant payant d'ailleurs, pour déshabiller les gens, dénuder les gens, voilà, les réhabiller différemment ou changer des visages, etc. Mais bon, il n'y a pas que le cul dans la vie, hein. Il y a le pognon aussi. Bon. Et les images génératives, elles se servent aussi à ça. Donc on avait déjà un petit peu parlé, mais c'est marrant, c'est devenu une publication scientifique depuis des gens de 404 médias, qui avaient déjà repéré d'ailleurs l'exploitation d'images génératives sur Facebook pour pousser des scams, des pubs, des liens affiliés, des spams, etc. Alors pour le moment, l'étude est un gros boulot fait à la main parce qu'on ne peut pas vraiment automatiser la détection des images générées par IA. Donc ils ont dû faire le tri eux-mêmes. Donc ils ont recensé 120 pages. Chacune de ces pages a posté au moins 50 images artificielles. Et elles ont collectivement récolté énormément d'engagement, c'est-à-dire des centaines de commentaires, /like, reposts, etc. Et il y en a une qui est même rentrée dans le top 20 des contenus les plus vus sur Facebook au dernier trimestre 2023, avec 40 millions de vues. Alors il y en a des magnifiques, hein, vraiment. Le Jésus crevette, il est fabuleux. Le Jésus crabe aussi, vraiment, eux, ils sont formidables. Ça m'étonne pas qu'ils aient autant de succès, parce que vraiment, Jésus crabe, c'est Jesus crab. Avec autant d'audience, ça serait dommage de pas en profiter du coup. Alors vous inquiétez pas, hein, les images sont faites pour ça. Hein. C'est fait pour générer du trafic, c'est fait pour poster du spam ou des arnaques, ou les deux. Donc on spamme des gens pour qu'ils cliquent sur des liens affiliés, ou qu'ils aillent visiter des sites externes qui sont eux-mêmes des usines à spam. On leur propose d'acheter des produits qui n'existent pas. Bon, des trucs pas sophistiqués, mais qui marchent. À 40 millions de vues, finalement ça marche, quoi. Hein, tu fais un peu de fric. Certaines pages Facebook qui spamment à l'IA sont d'ailleurs des comptes détournés, hein, qui n'ont rien à voir, mais qui ont été volés, en fait, pour partir sur une audience de base qui existe déjà, et puis faire boule de neige. Et puis ça fait boule de neige par la vertu de l'algo Facebook, hein, qui privilégie le contenu qui a la plus grosse probabilité d'engagement, donc forcément. Alors parmi les images, il y en a plein, il y a plein de trucs, hein. Bon, il y a le Jésus crabe évidemment qui est fabuleux, mais en général, c'est des photos inoffensives de gamins qui sont censés avoir fait un truc fantastique ou même banal. Hein. Ça peut être un gâteau, ça peut être une sculpture sur bois un peu délire, ça peut être un bûcheron qui sculpte son chien Sam décédé, une petite blondinette qui fait son premier gâteau, un gamin en Afrique qui fait une BMW en château de sable, ou un gamin qui fait un portrait de lui qui est vraiment très 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 réaliste. C'est parce que ces gens n'existent pas, donc tout est artificiel, alors c'est plus facile. La majorité des gens qui croisent ces images, par contre, ne s'en rendent pas compte. Pourtant, c'est pas si difficile à deviner, il faut être attentif, il y a toujours des anomalies, mais bon, ça passe crème. C'est un peu inquiétant quand même, et encore, c'est les petites photos du début, quoi, tu vois. Mais je sais pas si vous avez vu les derniers clips de Sora.
qui ont été mis. Alors, ça aura été mis à disposition d'une sélection de professionnels d'Hollywood pour avoir leur feedback, pour qu'ils donnent leur avis un petit peu. Et donc, il y a des nouvelles vidéos qui sont sorties de ces gens-là, quoi, de ces pros. Et elles sont toutes surréelles. Ça ne charge pas trop à être photoréaliste, mais franchement, elles choquent pas dans le sens où, si on m'avait rien dit, j'aurais pensé qu'il s'agissait de vidéos pleines d'effets spéciaux avec de la 3D, voilà, des effets, mais un peu comme d'habitude, en réalité. Tu vois, pas des vidéos totalement génératives. Pour aller voir dans les liens, dans les notes de l'émission, les plus marrantes, de mon point de vue, c'est Airhead de Shy Kids, et le faux documentaire de Don Allen Stevenson avec les hybrides animaux qui est vraiment, vraiment très, 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 très bien foutu. Mais bon, la conclusion, c'est que désormais, il faut se rendre à l'évidence, à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux peut être faux ou altéré. Il faut redoubler de vigilance. Alors, vous aviez déjà doublé votre vigilance, parce qu'on répète ça plein de fois, donc vous avez probablement déjà doublé votre vigilance, donc il faut la redoubler, il faut la quadrupler. Voilà. Il faut quadrupler votre vigilance. Jusqu'à la prochaine fois, il faudra probablement octupler votre vigilance, je suppose. Ça va devenir chaud au moment, c'est exponentiel, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est bien obligé de faire quelque chose des images parce qu'on va faire que vigilancifier ce qu'on voit, et pas que les images d'ailleurs. Mais voilà, je vous propose qu'on instaure la vigilancification. C'est tellement facile à dire en plus. Guillaume, les Nations Unies qui se mettent d'accord sur une position à tenir, en partie en tout cas, sur l'intelligence artificielle. Oui, il faut le mentionner sans doute, mais bon, c'est vrai, l'Assemblée générale des Nations Unies vient d'adopter sa première résolution globale sur l'IA, soutenue par 121 pays dont la Chine. Elle concerne la protection des données personnelles, la vie privée, et se veut protectrice contre les risques que poserait l'IA aux droits de l'homme. Donc une résolution qui veut protéger la vie privée et les droits de l'homme des abus de l'IA, et qui est ratifiée par la Chine. Étonnant. Ah, attends, il y a un truc. Elle n'est pas contraignante. Ça, là, on comprend mieux. Oui, parce que c'est juste un truc où on dit que ce serait bien de faire ça, c'est important de défendre des trucs, mais bon, voilà, quoi. Alors, dans l'idée, c'est bien, d'autant qu'il semble malgré tout, il semble y avoir eu des débats houleux pour en arriver là. C'est vrai que j'ai un peu de mal à m'enthousiasmer pour ce type de grandes déclarations de principe, quand même, principalement. C'est un consensus, et d'ailleurs, il est marqué sur le site que il y a un consensus de tous les pays membres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord sur tout du texte. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en réalité, mais... Donc on avait déjà eu droit à un truc comme ça, souvenez-vous, c'était les accords de Bletchley, ou la déclaration de Bletchley plutôt. Il y avait 28 pays qui avaient signé en Angleterre un truc du genre, un truc du genre, faut pas être un connard avec les IA, quoi, voilà, globalement. Alors c'est louable, mais franchement, sans sanction possible, sans contrôle, sans rien du tout, je sais pas quoi. Autant en Europe, on va avoir des lois, quoi, qu'on soit d'accord ou pas totalement avec les lois, voilà, avec le contenu des lois, ok, mais au moins ces lois, voilà, c'est sérieux, quoi. Tu vois, il y a du contrôle, il va y avoir des sanctions, etc. Là, honnêtement, je vais pas m'enflammer, quoi. On va terminer cette rubrique, Guillaume, avec... alors, je ne sais pas s'il faut rappeler, je ne sais pas si nos auditeurs se rappellent du Rabbit Air One. On en avait parlé il y a de ça quelques semaines, donc autant te dire il y a très très longtemps. C'est ce petit appareil au format un peu carré, orange, qui avait été designé. J'étais étonné de la proximité du rendu graphique avec la Playdate. Et tu m'avais dit que c'était les mêmes designers graphiques. Bref, tout ça pour dire que c'était cette espèce d'interface qui se voulait quelque part un peu le remplacement du smartphone, évidemment beaucoup basé sur une interface intelligence artificielle. Et puis là, vu pointer un nouvel appareil qui, alors moi, me convainc beaucoup plus finalement, Guillaume. De quoi s'agit-il? Open Interpreter. Écoute, Open Interpreter, donc on a parlé d'ailleurs d'Open Interpreter dans nos épisodes pratiques sur tes logiciels, que vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà télécharger. C'est de l'open source et c'est donc pas une nouveauté en lui-même. On en parlait déjà il y a des mois, mais il évolue très vite et dans une direction un peu inattendue. Parce qu'à la base, Open Interpreter, c'est une sorte d'interface texte pour votre ordinateur, une sorte de shell, voilà, où c'est comme une interface texte, sauf que au lieu d'apprendre des lignes de commande, des commandes, vous n'avez pas à apprendre quoi que ce soit puisque ça utilise le langage naturel. Ça s'appuie sur un modèle de langage, alors qui en général est GPT-4, mais tu peux le brancher à ce que tu veux en fait. Et puis, lui, il interprète ce que vous voulez faire, et puis il génère du code éventuellement pour répondre à tes attentes, et puis il peut l'exécuter et se servir du résultat. D'ailleurs, il peut même en déduire une marche à suivre. S'il y a une erreur, il peut essayer de la corriger, etc. Donc c'est une sorte d'agent qui code en Python et qui, grâce à ça, peut carrément prendre le contrôle de ton ordinateur. Si tu le laisses faire, il peut gérer des fichiers, traiter des images, aller chercher des données sur Internet, télécharger des trucs, etc. Alors c'est déjà super impressionnant, mais ça cesse d'avancer à peine. Open Interpreter tendait déjà à vouloir devenir une sorte de système d'exploitation en langage naturel pour ton PC ou ton Mac, mais ça c'était sans doute avant la présentation du Rabbit R1, qui apparemment
dû les inspirer. Parce que désormais, ça leur a donné une idée. ça reste un logiciel à part, mais il peut s'interfacer donc avec un nouvel appareil qui s'appelle le 01 Lite, une petite boule blanche à laquelle tu parles et qui va te répondre, comme ChatGPT le ferait. Mais là où c'est nettement plus intéressant, c'est que en fait, tu parles à ton PC. L'IA elle-même, qui gère le texte, le code et compagnie, elle peut venir de n'importe où. Tu peux te brancher à OpenAI, tu peux te brancher à Claude, tu peux te brancher à ta propre IA si tu en as une assez puissante. Et le 01 va reconnaître ce que vous dites et passer au Open Interpreter, qui va utiliser cette IA pour manipuler ton PC et agir dessus pour manipuler des données, enfin se servir de ton PC, quoi. Donc via la petite boule, on voit dans la vidéo qu'on peut demander si on a des rendez-vous sur son agenda, demander des horaires de concert ou la météo, ou poster un truc sur X ou sur WhatsApp. Et tout ça se fait sur ton PC, à la maison, où que tu sois. Il suffit que tu aies en réseau, tu peux parler au 01, il va donc se servir de ton PC, donc en remote, quoi. Alors, l'IA peut être dans le cloud, mais c'est ta machine, c'est avec ta machine que tu vas interagir. Donc, ça rappelle la philosophie du Rabbit, mais pour les PC. Et alors, parce que le Rabbit, en fait, il voulait faire ça, mais pour les portables. Alors que là, l'Open Interpreter va faire ça pour les PC. Open Interpreter va contrôler complètement ta machine, donc tu peux lui demander d'envoyer un fichier que tu as sur le bureau par email, voilà, à quelqu'un. Il faut imaginer qu'Open Interpreter, c'est un assistant qui est sur ton ordinateur, qui est devant, quoi, et à qui tu parles, et c'est lui qui exécute en fait les tâches. Alors c'est impressionnant, parce que tu as aussi la possibilité de lui apprendre des nouveaux skills, des nouvelles choses. Tu peux lui apprendre à utiliser Slack, par exemple. Alors par défaut, il sait utiliser pas mal de trucs, mais pas tout, hein, et tu peux lui apprendre de nouvelles choses. Et ça, tout par la parole, de manière complètement naturelle. Tu n'as même pas à faire toi-même les manipulations, en fait. Il suffit de lui expliquer comment faire. Et tu peux même le programmer, en réalité. Tu peux lui demander de surveiller ta boîte email et d'envoyer des factures. S'il voit passer une facture dans ta boîte email, il envoie cette facture sur Slack à une personne en particulier. C'est une espèce d'hyper low-code, quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'est de l'hyper low-code, c'est du no-code, tout simplement. Et tout ça, c'est sur ta machine. Donc c'est avec tes comptes, tes services que tu utilises déjà. Donc tu n'as pas besoin de souscrire à quoi que ce soit ou à envoyer des données où que ce soit. Open Interpreter et le 01 deviennent une sorte d'interface universelle pour les ordinateurs qu'on a déjà, les ordinateurs qu'on a déjà. Quand je dis souscrire, c'est sans côté le service qui fournit l'IA, qui pourra évidemment, dans un futur proche, être aussi sur ta propre machine, mais qui pourra aussi être dans le cloud et qui pourra être payant. En tout cas, le reste est open source. Donc il y a un GitHub avec le code du 01 et même comment s'en construire un. À défaut, le 01 ne coûtera que $100 a priori, donc c'est un truc qui est vraiment pas cher. De toute façon, il fait pas grand-chose, hein, parce qu'il relaye juste, je pense, les trucs, voilà, c'est tout. Open Interpreter lui-même est toujours là sur GitHub, hein, par ailleurs, donc vous pouvez l'utiliser, le télécharger, comme on l'a décrit, et on est carrément en face d'un ordinateur de science-fiction, hein, un truc digne de Star Trek. Ça se présente pas comme un remplaçant du smartphone, hein, par ailleurs du tout, juste comme une interface, mais transparente, quelque part, à votre PC. Alors là, je parle d'Open Interpreter qui est super impressionnant, mais j'avoue que le 01, par contre, des fois, je comprends moins le truc. Parce que parler à ton PC quand t'es pas chez toi, bon, je sais pas si ça vous prend souvent, mais enfin bon, c'est vrai que c'est à la limite, tu pourras utiliser ton portable, quoi. Mais là, on est dans une situation bizarre dans la vidéo quand même, où pendant toute une moitié de la vidéo, t'es devant ton ordinateur et tu lui parles via le 01. Mais ton ordinateur, il a pas un micro et des haut-parleurs aussi ? Pourquoi tu parles via le 01 à ton ordinateur que tu es devant, c'est un petit peu étrange. Je pense que c'est pour les besoins de la démonstration, de oui, montrer que tu peux lui apprendre des choses à distance. Mais tu as raison, la situation est un peu ubuesque. Donc autant je suis super impressionné par ce qui se passe à l'écran, effectivement, avec cet Open Interpreter, autant la nécessité d'un appareil en plus, c'est pas forcément toujours... Mais bon, de toute façon, c'est open source, alors on fait comme on veut en réalité. Hein. Et c'est vrai qu'il semble y avoir une vraie tendance vers un système d'exploitation IA, hein, qui serait, comme dans les films, une sorte d'interface universelle, pour toutes les machines, et une non-interface même. Comme si tu avais simplement quelqu'un devant ta machine qui sache l'utiliser et qui soit un assistant. Et on pense d'ailleurs, il y a d'autres projets, hein, on pense aussi à AIOS de l'université de Rutgers qui vient de publier un article là-dessus d'ailleurs. Et dans le principe, ça se rapproche pas mal, j'ai l'impression, de ce que veut faire Open Interpreter. Mais bon, eux, ils n'ont pas fait de démo super léger, donc on en parle beaucoup moins, et puis tant pis pour eux, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. En tout cas, l'OS du futur se dessine aujourd'hui. C'est pas une pub, ça ? Aujourd'hui, on va déposer ça. C'est pas un claim du CES d'ailleurs, ça ? Bon, bref. C'était fait 1000 fois, à mon avis. WWDC 2024, les conférences développeurs Apple, le 10 juin, hein, ça a été annoncé la date cet après-midi, et je suis en train de me dire, finalement, c'est là où Apple aurait un coup de génie, tu vois. Si jamais cette espèce de symbiose de l'interface pouvait se faire en disant que ton iPhone te permet de commander ton Mac à distance à travers des instructions comme ça. Ça serait cool. Trop cool.
je leur donne des idées, tu vois. C'est cadeau, comme ils écoutent Tech Café. Oui, c'est cadeau, mais on peut négocier un petit royalty, non? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, s'ils veulent faire appel à nous, on sera ravis de leur répondre, en tout cas. Allez, Guillaume, on parle un petit peu de jeux vidéo pour se faire plaisir et pour être complet sur la veille de cette semaine. Tu as suivi les annonces côté Unreal. C'était le State of Unreal, donc oui, j'ai un peu regardé. Effectivement, il y a la présentation de l'Unreal Engine 5.4 avec des démos toujours qui déboîtent quand même. Hein, c'est vraiment fabuleux, quoi. Ils ont montré des environnements pour un futur jeu Marvel avec de la neige et tout. Enfin, j'ai pas compris si c'était du in-game ou pas. Si, tout est in-game. Mais de toute façon, tout est... Non, mais tout ce qu'ils ont montré, c'est du temps réel, de toute façon. Incroyable. Donc, ils utilisent Nanite. Sauf quand les gens parlent sur scène avec leur micro, d'accord, c'est pas du in-game. Oui, effectivement. Oui, vraiment... Et encore, peut-être avec des MetaHumans, je sais pas. C'est vrai. Mais non, mais là, c'est vrai que pour le jeu Marvel, ils utilisent Nanite avec la nouvelle version de Nanite, donc tu as un niveau de détail incroyable. Ils font des trucs couche par couche, en fait, donc ils complexifient le truc petit à petit. Donc d'abord, il y a les pavés qui sont photoréalistes, après tu rajoutes de la boue, puis des traces de pneus couche par couche, et puis de la neige. Tu peux même régler l'épaisseur de neige. Quand tu marches dans la neige, bon, voilà, tu as toutes les empreintes et tout est dynamique. Et bon, il n'y a pas l'ombre d'un polygone ou d'un pixel mal placé quoi, sur une texture. Hein, c'est vraiment incroyable. Bravo. Les visages des persos sont aussi absolument fous, quoi. La physique des vêtements devient vraiment réaliste, les expressions faciales, t'as les plis où il faut. Enfin, vraiment, le jeu d'acteur est vraiment, vraiment impressionnant pour un jeu vidéo. Alors, c'est dommage que ce soit un jeu Captain America, franchement, mais bon. Ils ont amélioré le rendu des fumées aussi, hein, qui sont rendus en volume. Donc, du coup, ils projettent des ombres sur l'environnement, ils projettent des ombres sur elles-mêmes. La fumée projette des ombres sur elle-même, quoi. C'est incroyablement réaliste. Et bon, ils ont rajouté plein de trucs. Alors, il y a les outils de création procédurale qui s'améliorent avec un système de nodes. Ça peut devenir des vrais programmes. On peut vraiment programmer la manière dont est généré comme ça à la volée ton environnement. Tu as un nouveau créateur de biomes. Ils ont énormément utilisé la génération procédurale pour Lego Fortnite d'ailleurs. Cela dit, c'est toujours une bêta, hein, l'art du procédural. Pas considéré comme production ready l'année prochaine sans doute. Mais pourtant, Lego Fortnite est déjà impressionnant. Hein, comme usage, c'est déjà assez convaincant, quoi. D'ailleurs, ils ont un moteur physique amélioré qui est vraiment impressionnant. Donc, dans Lego Fortnite, par exemple, tu peux tout casser. Et en fait, quelle que soit la machine sur laquelle tu l'exécutes, tu as le même niveau de qualité physique. C'est-à-dire, les choses s'effondrent de manière réaliste partout. Et c'est parce que les calculs se font côté serveur. C'est pour ça que tu as le même niveau d'interaction sur un téléphone et sur une Xbox. Je me dis, mais comment c'est possible, tu vois? En fait, c'est pas possible. C'est juste qu'ils le font, ils le font sur les serveurs. Alors, d'ailleurs, c'est pas vrai que sur Lego, hein, c'est vrai pour tous les jeux qui peuvent être créés avec UEFN, qui auront le même niveau de physique partout. Ils ont une physique donc qui est prise en charge côté serveur. Donc Lego Fortnite, qui est un jeu à part entière, on verrait, c'est un jeu de survie construction, c'est pas vraiment c'est à la Minecraft, hein, j'ai l'impression. Il est accompagné d'ailleurs par d'autres jeux qui tournent sur ce qui est devenu la plateforme, hein, Fortnite. Ouais. Il y a Fortnite Festival, qui sera un nouveau rock band, et Rocket Racing, qui sera donc un jeu de course avec des voitures de Rocket League. Qui sont, hein, c'est déjà dispo. C'est déjà dispo, voilà, et tout ça, c'est très cartoon, et c'est vrai qu'il y a un vrai push avec UEFN vers plus que ça. Tu vois clairement des graphismes réalistes, il y a des démos avec des graphismes très réalistes, des graphismes d'intérieur de vaisseaux, par exemple. Et des démos de cinématiques avec des MetaHumans, donc ils intègrent les MetaHumans complètement dans UEFN, et tu peux avoir des rendus qui sont dignes d'un AAA, aucun problème, vraiment très réaliste, directement dans Fortnite, quoi, en utilisant UEFN, donc c'est-à-dire Unreal Engine pour Fortnite. Donc il y aura probablement très prochainement des jeux Fortnite qui ressembleront pas du tout à Fortnite, et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. C'est un peu moins coloré. Donc il y a des améliorations de performance un peu dans tous les sens, hein, sur le rendu. On va pas rentrer dans les détails, mais bon voilà, si vous vous souvenez de la ville de démo qui est dispo sur PlayStation 5, la ville de la démo Matrix, le temps d'occupation de CPU sur cette démo, pour le rendu, a baissé de 50%, donc en occupation de CPU, et de 25% en occupation de GPU. Donc côté animation, on a un système qui permet d'enchaîner les boucles de mouvement de manière totalement naturelle, hein, marcher, puis courir, puis sauter, puis freiner. En fait, tu choisis les mouvements dans une bibliothèque, et puis tu les appliques sur ton personnage, et après, toutes les transitions sont calculées automatiquement, il sélectionne exactement toutes les bonnes frames au bon moment, c'est le motion matching. C'est quand même super pratique, hein. Les outils d'animation évoluent pour les cinématiques, aussi, qui sont entièrement produites in-engine, avec plus de tout, donc les visages, les poses, la mise en scène, tout ce que tu veux. Et enfin, les développeurs sont ravis d'apprendre que la compilation sera un peu moins longue, avec moins de shaders à compiler à chaque fois, et ça c'est pas mal.
Tant mieux, c'est chouette. Alors, tu sais que moi, j'ai un peu fermé les yeux là-dessus, notamment pour les présentations de jeux, etc. Et j'essaie de plus trop regarder les conférences parce que j'ai tellement de jeux en retard que ça m'angoisse maintenant quand ils sortent des trucs qui ont l'air trop bien. Tu vois, ça m'angoisse. J'ai mon FOMO qui est mis à mal. Donc, je regarde même plus, non. On continue peut-être un peu avec les jeux vidéo, Guillaume? Oui, on a aussi droit à la GTC, à une nouvelle démo de PNJ qui discute, hein. Donc ils te discutent de n'importe quoi. Alors, évidemment grâce à un LLM en coulisses. Et donc c'est Convai, donc une startup dont on a parlé plusieurs fois, qui s'est lancée là-dedans. Et la nouvelle démo, c'est une sorte de jeu d'enquête où tu dois interroger plusieurs personnes. Alors tu le fais de vive voix et de manière totalement ouverte, hein. Donc ça peut donner des trucs marrants. Un journaliste a même persuadé un PNJ barman d'empoisonner les autres, alors uniquement en parole, hein. Je pense que c'était pas prévu pour la démo de toute façon. Donc il y a des garde-fous, hein, si tu essaies de raconter des trucs cochons à un PNJ, je pense qu'il va te renvoyer dans tes buts. Mais bon, c'est marrant parce que quelque part, ça ouvre une sorte de possibilité de jailbreaker les PNJ, j'ai l'impression. Ça sera probablement un truc comme ça dans le futur. Et bon, il est très présent médiatiquement comme VA, hein, donc ils ont des partenariats avec Frost Giant qui veut faire un RTS, Stormgate, qui veut utiliser des PNJ conversationnels comme Mad World. Bon. Toutes les démos que j'ai pu voir, honnêtement, sont à la fois impressionnantes et bizarres en fait. Bien sûr, c'est impressionnant d'avoir un PNJ qui répond à toutes les questions et qui n'a pas juste 4 lignes de dialogue, quoi, tu vois, ça c'est clair. Mais il y a quand même des petits lags, et on va dire que les émotions dans la synthèse vocale sont franchement pas géniales. Bon, voilà, c'est pas forcément incroyable. Et bon, en plus, un truc comme Convai, il va complètement changer la manière d'envisager les scripts de jeux vidéo, et il va anéantir complètement tout le doublage, parce que le système de Convai, hein, c'est qu'on ne scripte plus, en fait, les dialogues. On ne les écrit plus. On donne des fiches de perso, et un canevas général, puis des infos sur le monde, des restrictions, hein, sur les réponses, bien sûr. Et puis après, on laisse le tout se développer de manière totalement organique. Et donc, il ne peut matériellement plus y avoir de doubleur du tout dans ces conditions, puisqu'on ne sait pas à l'avance ce que le PNJ va dire. Oui. D'autant qu'ils ont été dotés d'une forme de mémoire à plus long terme qui peut encore influer aussi sur les réactions. Donc la conception de PNJ IA, hein, elle n'est pas forcément plus simple, ni plus courte en réalité qu'aujourd'hui. Il faut faire très attention aux conditions initiales pour que le système s'oriente de lui-même dans la direction qu'on veut, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une calamité pour le devenir... c'est une calamité en devenir déjà pour les acteurs, parce que il est bien possible d'ailleurs qu'une autre grève massive dans le secteur se prépare. Alors cette fois, c'est dans le secteur du jeu vidéo plutôt qu'à Hollywood. Mais il y a Duncan Crabtree de la SAG-AFTRA et Sarah El-Maleh qui double Pro, qui l'annonce, hein, qu'ils n'ont jamais vu rien de tel avant. Et bon, voilà, il va peut-être y avoir encore des problèmes chez Microsoft, Activision, EA, etc. Bon, tout ça, ça va très vite, hein. Les acteurs n'ont aucune idée de ce que les studios vont utiliser d'un jeu à l'autre. Et ça ne concerne pas que le jeu, de toute façon. D'ailleurs, il y a un exemple assez marquant, c'est l'exemple de Diana Birdsall, qui est doubleuse depuis 20 ans, et qui vient de se faire remplacer, coup sur coup, pour un job de message téléphonique et un job de doublage de vidéo médicale. Les deux utilisent désormais des voix synthétiques. Le problème, c'est que c'est 45 000 $ par an de revenus qui viennent de s'évaporer. Et donc, en plus, elle a d'autant plus mal pris que maintenant, dans ses emplois, on lui dit d'être plus naturel, plus authentique. Un comble. Mais bon, voilà, pour l'instant, les voix de Convai sont vraiment pas super, mais bon, voilà, elles pourraient être suffisamment bonnes pour faire beaucoup de mal déjà, et puis elles vont sans doute encore évoluer. J'ai l'impression que la partie voix, il est évident que si ça évolue, ça peut clairement être une utilisation qui remplacerait les prestations de doubleurs. Ça, je vois pas pour quelle raison ça pourrait ne pas être le cas. Par contre, la partie script, je garde des réserves. Je sais pas en fait si à terme, même si c'était extrêmement pertinent et performant, ça pourrait remplacer du script en dur, quoi. Enfin, que vraiment les développeurs définissent de manière exhaustive. Mais je me trompe peut-être, et j'ai du mal d'ailleurs à toucher du doigt ce qui fait que ça pourrait que je pourrais convaincre tout le monde. En fait, juste je repense aux jeux procéduraux. Tu sais, les versions procédurales des jeux sont existantes, il y a une plus-value, mais finalement c'est clairement pas la majorité des manières dont fonctionnent les jeux vidéo. Donc j'ai du mal à concevoir que demain la majorité des PNJ pourraient avoir des dialogues non scriptés, justement. Mais bon. À voir. Non, mais c'est vrai qu'il y a le doublage, il y a du pour et du contre, clairement, hein, pour ces trucs-là, quand même. Doublage, par contre, au secours. Et puis, on termine avec Qualcomm. Guillaume, il y a une belle promesse, c'est qu'ils pourraient nous proposer des puces pour les PC, mais vous savez qu'évidemment, il y a des enjeux autour des versions ARM, des puces qui fonctionnent les PC, pour lesquelles il y a évidemment des limitations, notamment pour les jeux, s'ils ne sont pas prévus pour les puces ARM. Là, Qualcomm aurait la solution, qui est une solution universelle. Bah écoute, ouais.
Ouais. Donc c'est à la GDC, Qualcomm a annoncé qu'ils bossaient sur la compatibilité des applications Windows Intel, donc des applications Windows classiques, hein, pour les futurs portables ARM qui tourneront donc sur ses propres puces, censés rivaliser avec les Apple M3. Donc les devs se voient même offrir 3 possibilités. Alors évidemment, il y a la recompilation, hein, voilà, tu recompiles ton truc et éventuellement tu changes des trucs s'il faut. Il y aura un mode hybride, le ARM 64EC, où il n'y a que certaines parties de l'app qui sont en ARM natif, hein, voilà, les pilotes, certains trucs, certaines bibliothèques. Ou alors il y a l'émulation complète, c'est-à-dire tu fais rien, tout est émulé, et Qualcomm assure que c'est suffisamment rapide dans une majorité de cas, et même dans les jeux vidéo. L'espèce de Rosetta, enfin, une autre C'est sauce, ça, quoi. c'est exactement ça. La bonne nouvelle, a priori, c'est que beaucoup de jeux dépendent évidemment plus de la puissance graphique que de la puissance du processeur, alors pas tous, mais bon, il y a quand même pas mal, et donc ils devraient perdre très peu de performance en émulation complète, hein, puisque Qualcomm a des pilotes pour ses Adreno qui assurent la compatibilité avec DirectX, OpenCL, Vulkan et OpenGL. Bon, tout ça c'est super. Il y a un mais, en fait il y a 2 mais, et donc 1er mai, et tout le monde aime le 1er mai, les jeux qui utilisent un logiciel anti-triche de bas niveau ne marcheront pas. Parce que justement, ce bas niveau est trop près du noyau qui fonctionne pas comme prévu, hein, parce que c'est une autre architecture de CPU. Donc c'est déjà un souci, parce que je pense qu'à peu près tous les shoots multi, d'Apex à Fortnite, doivent utiliser un truc comme ça. Mais il y a encore autre chose, peut-être pire, je sais pas trop, mais bon, l'émulation des instructions AVX n'est pas encore d'actualité. Et là, alors, je sais pas si c'est le drame, mais peut-être, parce que AVX, ça permet donc au PC sous l'architecture Intel d'utiliser des registres de 256 bits, donc voilà, faire des calculs sur beaucoup de nombres simultanément, et ça existe depuis 2011 quand même, et ça permet de beaux gains de performance, et c'est présent sur tous les CPU qui se respectent. Donc tous sauf les Celeron et les Atom qui ne se respectent pas. J'ai pas de recensement précis, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de jeux et de gros jeux qui en profitent. Alors j'ai vu qu'il y avait Death Stranding par exemple, Yakuza, Like a Dragon, il y a Resident Evil Village ou Mortal Kombat 11 déjà. Alors, il y en a sans doute plein d'autres, mais je n'ai pas une idée forcément évidente de la proportion, quoi, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu limitatif. Après, ça changera peut-être dans le futur, hein, on verra bien. En tous les cas, il y a des arguments, si tu veux, pour espérer que peut-être, cette fois, il y aura un décollage de Windows en ARM qui n'a jamais vraiment réussi à faire son trou, quoi, pour le moment. C'est pas la première fois que j'entends ça, et ça c'est toujours pas vérifié. On verra. Merci infiniment Guillaume pour la veille qui a permis de concocter cet épisode de Tech Café, qui permet à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir une info tech bien complète, qui, je l'espère, aura été agréable à écouter. Il y a les liens vers tous les sujets qui sont abordés dans l'épisode, qui sont disponibles dans les notes de l'épisode, dans votre app de podcast ou sur techcafé.fr. Je le dis d'autant plus qu'il y a certaines apps de podcast qui limitent un peu la taille des notes des épisodes. Et je me retrouve assez régulièrement en ce moment à revoir les épisodes de Tech Café pour lesquels les notes sont tronquées. Donc si jamais c'est le cas, soyez rassurés, normalement votre app de podcast vous propose un lien qui amène directement sur la page de l'épisode sur techcafé.fr. Donc là, vous avez de manière complète et exhaustive tous les liens qui ont été sélectionnés notamment par Guillaume Poggiaspala. Et puis, vous avez aussi la possibilité de commenter les épisodes. Et puis, pendant qu'on termine cet épisode, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé, pour bénéficier du flux du podcast sans la pub, mais aussi et surtout de participer au financement de ce podcast qui vous est mis à disposition de manière complètement gratuite. Et puis, si jamais vous souhaitez en changer entre vous et avec nous, c'est sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et puis, vous pouvez même nous contacter à titre perso. Par exemple, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, tu sais qu'il y a un mode pour rendre les PNJ, pour faire parler les PNJ via ChatGPT pour Skyrim. Oui, j'avais vu passer ça. Est-ce que je l'essayerais pas ? Ça me donnera peut-être une petite idée d'InWorld. Très bien. Si tu fais les tests, tu nous feras part de tes sentiments pour voir est-ce que c'est convaincant ou pas. Ça nous permettra de donner du grain à moudre ou pas à ma théorie. Merci beaucoup Guillaume pour toute la préparation de cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez un petit peu partout. J'ai à peu près tous les réseaux sociaux un peu connus que j'ai réussi à investir à ma modeste présence. Là où j'ai le plus de plaisir à voir des notifications, je vous le dis en toute transparence, c'est sur Mastodon. J'aime beaucoup cette interface et j'aime beaucoup l'application client que j'utilise en plus pour utiliser Mastodon. Donc c'est avec grand plaisir que j'y retrouverai vos mentions, vos notifications, vos remarques
et que j'y répondrai. Et puis, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un format un peu classique de Tech Café. Mais cette fin de semaine, vous bénéficierez d'un épisode supplément qui consiste en une interview, comme je vous l'ai dit en intro, avec une personne d'Emmaüs Connect où on a parlé de la lutte contre l'électronisme. Je serais évidemment ravi aussi de prendre connaissance de vos retours à ce sujet. En attendant, je vous souhaite une excellente continuation. Passez des très belles journées. Prenez soin de vous et rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.